merci d'avoir fait le déplacement pour participer à ce moment d'échange au niveau de la régionale EPS. Voilà, et puis je remercie vivement de m'avoir sollicité. Voilà. Je suis enseignant de PS avant toute chose, depuis tout le temps, depuis 25 ans, et j'ai eu la possibilité de m'investir dans différents groupes ressources, dans différents champs de réflexion au niveau de l'EPS, et c'est ce dont je voudrais vous faire partager ce soir. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est cette réflexion qui m'anime depuis tout le temps et qui m'a amené à proposer donc, le groupe EPIC à la EPS, de plaidoyer pour une légitimité de l'évaluation en EPS. Réflexion que je considère, enfin, action professionnelle que je considère véritablement comme une clé de voûte pour notre matrice disciplinaire. On reviendra un petit peu sur ces notions-là, on verra pourquoi. Au regard du dernier texte de la Cour des comptes, j'ai envie de dire, mais je ne ferai pas de politique parce que c'est pas bien. Mais c'est une condition d'identité de notre discipline. Voilà, derrière, donc, je rattache à l'évaluation vraiment une dimension importante de notre pratique professionnelle, et derrière l'évaluation se jouent beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme de plaidoyer. Si j'arrive ce soir à vous convaincre que évaluer, c'est pas seulement un acte technique du point de vue du prof de PS, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un enjeu très fort, et ça véhicule des enjeux très forts et très lourds pour nos élèves. On aura partagé beaucoup de choses ce soir. Voilà. Donc je vais organiser l'intervention de la manière suivante. Voilà, il va y avoir 4 grandes parties. J'ai essayé de structurer, sachant que j'allais avoir affaire à des gens qui préparent le concours ou qui sont sur une réflexion à destination de CAPES ou agrég. J'ai essayé d'organiser ça avec un raisonnement qui pourrait être celui qu'on tient dans une copie, dans une disserte. Un regard sur la matrice disciplinaire, donc pour éclairer un petit peu les enjeux et le positionnement actuel de la réflexion, en mettant en avant une problématique qui pour moi est celle d'une triple rupture épistémologique dans les nouveaux textes au lycée. Je vous montrerai en quoi et pourquoi je vois cette triple rupture épistémologique. Ensuite, pourquoi une entrée par l'évaluation aujourd'hui, plus particulièrement, pourquoi cette question, et notamment la loi de refondation de l'école est pour une partie importante dans cette orientation, mais également l'urgence professionnelle pour les enseignants de lycée qui vont avoir à statuer sur les AFL, les attendus de fin de formation. Pourquoi un plaidoyer pour l'évaluation clé de voûte de la matrice disciplinaire? Pourquoi lui donner une telle importance à l'évaluation? Pourquoi aborder cette notion à travers l'idée d'une clé de voûte, quelque chose d'essentiel, qui soutient toute une cohérence? Et les enjeux, on verra que on la comprendra d'autant plus qu'on s'intéresse à l'adolescence sous un angle, celui de la psychologie et de la psychanalyse de l'adolescence. Et enfin, pourquoi une approche par la question de la légitimité? En quoi est-ce qu'aujourd'hui on pourrait être confronté à des problèmes de légitimité du point de vue de l'évaluation? Et ça m'amènera à vous présenter sommairement le fonctionnement des recherches dans le cadre du groupe EPIC, des recherches-actions dans le cadre du groupe EPIC. Je ne veux pas faire de méthodologie spécialement EPIC aujourd'hui, je l'aborderai pour vous montrer comment on s'approprie cette question-là, comment on essaye d'avancer par rapport à ça, à travers un petit exemple, mais voilà, l'essentiel sera surtout sur comprendre les fondements du groupe, de façon à ce que les articles du groupe, si vous voulez les lire, vous pouvez aller, il y en a beaucoup qui sont publiés, il va y avoir la biennale, je vous encourage à aller à la biennale pour ceux qui peuvent, ou tout au moins suivre les productions de la biennale, il va y avoir beaucoup de nouveaux articles, de nouvelles réflexions du point de vue de l'évaluation et du groupe EPIC, mais je pense qu'il était important aussi de communiquer les fondements du groupe et qu'est-ce qui motive le fonctionnement des collègues dans le groupe EPIC. Alors, regard sur la matrice disciplinaire. Donc c'est l'idée que ces nouveaux textes lycée, aussi discutés par rapport à la façon dont ils ont été présentés, ils sont porteurs d'une modernisation, de mon point de vue, d'une modernisation de l'éducation physique et sportive à différents points de vue. Je rappelle rapidement ce que c'est que la matrice disciplinaire, si on se réfère à Raymond Delem dans... alors je laisserai le document à la EPS, d'accord, le PowerPoint sera à votre disposition, de façon à ce que vous puissiez revenir dedans. Par contre, ce qui est important, c'est que prenez surtout les concepts qui vont être abordés, la façon dont j'ai essayé de les articuler, de les enchaîner, et de façon à pouvoir reconstruire la réflexion ou rentrer dans le raisonnement. Si on se réfère à Raymond Delem dans une interview dans le Café Péda, la matrice, c'est un ensemble de points de vue qui surplombent, voire qui organisent une discipline scolaire. En gros, c'est ce qui donne du sens à une discipline, et c'est la raison, on va dire, pour laquelle on est encore une éducation physique et sportive, on est encore au niveau du système scolaire, on est encore discipline scolaire, malgré différentes tentatives tout au long de notre histoire pour nous en sortir, ou pour nous substituer des enseignants spécialisés dans les activités sportives. La finalité de l'EPS,
donc dans le préambule de notre programme, la finalité de l'EPS vise à former par la pratique physique et sportive un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés pour s'engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire. Donc je vous ai souligné ces éléments-là, pourquoi? Parce que quand je dis ça, je vois qu'il y a une finalité clairement annoncée, c'est qu'avant toute chose, on est là pour ça. On est là pour faire en sorte que nos élèves s'engagent de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire. Donc ça, c'est un des éléments clés de notre discipline. Et comme le dit Raymond Delem, effectivement, un cadre d'écriture des programmes traduit une matrice, mais pour bien appréhender le sens et la nature de cette matrice, c'est-à-dire les fonctions sociales qui sont dévolues à l'enseignant d'EPS, il y a parfois nécessité d'aller lire un peu entre les lignes et d'aller découvrir un petit peu cette face cachée de la matrice, dont il parle un petit peu plus tard. Cette matrice, pour la comprendre, il y a donc la finalité, mais il y a également les différents objectifs généraux qui composent notre discipline. Je vous les rappelle rapidement. Développer sa motricité, c'est enrichir sa motricité, s'investir dans des apprentissages, quel que soit son niveau. Et là, à nouveau, j'insiste sur des éléments sur lesquels je vais revenir et qui vont donner du sens à ce plaidoyer. On voit que de plus en plus, dans l'écriture des textes, la prise en compte, donc ici, de l'hétérogénéité est un élément redondant, fondamental et récurrent dans les textes institutionnels. Donc, quel que soit son niveau d'expertise, de condition physique et son degré de handicap. Donc, on nous demande de nous adresser à un public très très hétérogène. Savoir se préparer et s'entraîner, c'était avant un champ à part entière. Aujourd'hui, ça devient un objectif général, on y reviendra dessus tout à l'heure. Et on veut passer d'un élève entraîné par à un élève qui sait s'entraîner. Donc ça, ce sont des éléments forts qui à un moment donné traduisent une volonté institutionnelle et une direction et qui donnent du sens à la matrice disciplinaire. Faire que les élèves sachent s'entraîner. Exercer sa responsabilité individuelle au sein d'un collectif. Très souvent, on bascule très vite de ce point de vue-là, au niveau du fonctionnement des rôles sociaux, à l'intégration dans des fonctions sociales, à assumer des rôles. Moi, j'insisterai sur un élément, c'est que la dimension socialisation, elle passe d'abord par le fait d'avoir le sentiment d'être intégré dans un groupe de pairs. Et on verra qu'en éducation physique et sportive, je pense que vous l'avez tous vécu, par exemple sur la phase de constitution des équipes, lorsque vous faites un tirage au sort ou lorsque vous laissez les élèves constituer les équipes, il y a très souvent des élèves qui se retrouvent tout seuls sur la touche, ou dans certaines activités, il y a des élèves qui n'arrivent pas à se mettre dans un groupe, et on verra justement par rapport à ça, que l'évaluation peut avoir un rôle important pour réhabiliter ces élèves, leur permettre de réintégrer le groupe et de se sentir, on verra, se sentir quelque part un petit peu sportifs eux aussi, bien qu'ils soient très différents des autres du point de vue des aptitudes. Construire durablement sa santé, c'est un des éléments qui devient fondamental dans la matrice, en développant ses ressources évidemment. On verra que c'est justement pour moi l'objet d'une des trois ruptures épistémologiques. Améliorer son bien-être, donc Régis vous a dit qu'il ferait une intervention, enfin qu'il y aurait une intervention sur les pratiques de bien-être. On verra, je pense que la question du bien-être, elle peut transcender toutes les disciplines et on peut éprouver du bien-être en gym à certaines conditions. Et je m'appuierai pour ça aussi sur réflexion de Claire Perrin, on y reviendra. Construire une estime de soi positive. Et là, cette phrase-là, pour moi, elle est très importante. Grâce aux efforts consentis, aux progrès réalisés et constatés, l'élève éprouve le plaisir de pratiquer une activité raisonnée et régulière tout au long de sa vie. Donc ça, ce sont juste des extraits, des objectifs généraux, des finalités de l'EPS. Mais on voit déjà qu'il y a quand même une veine, une sensibilité particulière par rapport à l'hétérogénéité, par rapport au fait de s'adresser à tous, sur des préoccupations bienveillantes par rapport à un certain type de public. Et on insiste sur l'idée que les progrès doivent non seulement être présents, ils doivent être réalisés, mais ils doivent être constatés. Et on verra justement que du point de vue de l'évaluation, parfois, les progrès peuvent passer à la trappe. Et certains élèves, en dépit d'apprentissage, en dépit d'investissement, peuvent, au regard de certains barèmes, ne pas être considérés comme compétents, alors même que du point de vue de leurs possibilités, ils l'ont été. Accéder au patrimoine culturel, c'est se situer en tant que pratiquant, spectateur ou critique. Ça, c'est un extrait direct du texte officiel. Se situer, on a très souvent l'habitude de le ramener à se classer, c'est-à-dire de voir sa valeur par rapport à un ensemble, à une référence, à une norme, les autres, un record départemental ou autre. Moi, j'aborderai la notion de se situer comme étant le fait que les élèves confrontés aux activités physiques et sportives vont développer la capacité de se projeter,
de s'envisager comme un pratiquant potentiel, comme quelqu'un qui a des possibilités de réussir dans l'activité. Se situer, c'est ça aussi. C'est se dire, ben, finalement, peut-être que, ah oui, ça c'est... Moi, je suis capable de faire des choses, je suis capable de réussir là-dedans. Je passe rapidement là-dessus. C'était un extrait de citation. Donc, dans le PowerPoint, je vous l'ai fait pour que vous ayez aussi à un moment donné des données tout de suite utilisables, que vous n'ayez pas besoin d'aller systématiquement chercher des références à droite à gauche. C'est pour ça qu'il y a 140 diapos. Raymond Delem donc, fait bien référence à l'idée que dans une matrice, il y a une phase visible dans laquelle il associe les finalités, ce que je viens de développer, mais également les dispositifs d'évaluation, on y reviendra tout à l'heure, des acquis, et une phase cachée pour laquelle, à un moment donné, qui relève les fondements, donc les enjeux profonds, réels de la discipline. Aujourd'hui, l'EPS, à quoi elle sert et comment elle peut faire face et répondre aux attaques qui sont faites par notamment des textes tels celui de la Cour des comptes. Et justement, il évoque à ce sujet le fait que notre matrice a évolué. On a été éducation physique et sportive, on a été militaire, on a été médical, on a été au service des activités sportives, on a basculé sur le secteur des loisirs, du bien-être dans les années 80, de la performance, j'ai envie de dire, dans les années 80, du bien-être un petit peu après. Donc ça marque des changements structurels. Et pour ma part, aujourd'hui, on est en train de vivre un changement structurel important du point de vue de notre matrice disciplinaire, que j'ai représenté de la manière suivante. J'ai envie de dire que depuis l'entrée, quand on a réintégré l'éducation nationale, donc IOT 85-86, ce qui était l'élément phare et organisateur de toute la matrice disciplinaire, c'était la culture. L'EPS était intégré dans le système scolaire parce qu'au même titre que les autres disciplines, on était porteur d'une culture. Les APSA étaient objets d'études, objets de culture. On avait à étudier les APSA, c'est une veine forte du CEDREPS, sur laquelle je partage grand nombre de points de vue. Mais bon, c'était essentiellement l'axe culturel qui était la colonne vertébrale de notre matrice disciplinaire. Autour de cette colonne vertébrale, on avait des préoccupations déjà de santé et de socialisation, mais qui restaient des objectifs généraux, qui n'étaient pas forcément autant mis en avant, je trouve, que ce que la matrice aujourd'hui le fait. Et on avait un objet d'enseignement qui était principalement les habiletés sportives. On a connu les déclinaisons de niveau d'habiletés sportives qui retraçaient la construction du débutant jusqu'au confirmé. On est parfois à 3 niveaux, débutant, débrouillé, confirmé, pour nous guider. Et l'habileté sportive, la référence sportive était forte et prégnante pour des raisons culturelles, parce qu'on prenait appui sur un modèle sportif, le modèle sportif dominant, qui était le modèle sportif de la compétition, et c'était nos éléments de repère. Je pense qu'aujourd'hui, ce triangle s'est un petit peu inversé, puisque apparaissent pour moi de façon centrale dans ce que j'essaie de vous montrer sur l'approche ici, la notion de santé, la notion de socialisation, au regard des problèmes du vivre ensemble. La culture reste présente, mais c'est à travers des expériences culturelles qu'on va, qui sont des supports, j'ai envie de dire des prétextes, alors c'est pas péjoratif, mais qui ne deviennent plus que des prétextes à pratiquer, d'accord ? Ce ne sont plus des objets à part entière, ce sont des prétextes. On est passé au champ d'apprentissage, donc je ne veux pas faire trop long, mais on est passé à un moment donné de groupe d'activités à un champ d'apprentissage, donc on voit bien qu'à un moment donné, on a changé de focale. D'un point de vue historique, pour une histoire très récente, ça renvoie, on se rapproche un peu de l'idée des domaines d'action qui, à un moment donné, ont marqué la profession dans les années 90 avec les travaux d'Ebrard et de Pinault, d'accord, sur introduction à une didactique de l'EPS. Donc voilà, on a un objet d'enseignement, on a des préoccupations qui changent, une culture qui change un peu de position, et on a un objet d'enseignement qui est qui est la notion de compétence. Et je pense que cette notion-là, aujourd'hui, c'est un allant de soi pour l'EPS. Oui, on développe des compétences, mais j'ai le sentiment que parfois, ce qu'on met derrière, c'est très évasif, c'est flou, ou il y a des éléments importants à mettre derrière qui donneront du sens à ce plaidoyer pour une évaluation légitime. La première rupture épistémologique par rapport à l'objet d'enseignement, donc l'objet d'enseignement, la compétence, re-questionne la profession sur la compétence pour moi comme objet d'évaluation. C'est-à-dire que quand on nous demande d'évaluer des compétences, est-ce que c'est la même chose qu'évaluer une performance? Est-ce que c'est la même chose qu'évaluer des habiletés sportives? Est-ce qu'on est sur cette question-là par orthodoxie scolaire? C'est-à-dire que vous savez que cette question des compétences, elle a émergé dans la profession, non pas par rapport à des préoccupations professionnelles. C'est pas le milieu de l'EPS à un moment donné qui s'est positionné par rapport à ça en se disant il faut qu'on aille sur la compétence parce que du point de vue de notre spécificité, c'est un concept qui est plus porteur
pour nous que celui de savoir, de savoir-faire, d'habileté, de connaissances. Non. Donc, est-ce que c'est par orthodoxie scolaire avec les autres disciplines, puisque c'est la charte des programmes de 92 qui a demandé à toutes les disciplines du système scolaire de s'organiser autour de cette notion-là, ou est-ce que derrière la notion de compétence, malgré tout, il n'y a pas quand même un nouveau paradigme pour l'EPS, qui pour moi, c'est sur ma sensibilité, je pense que oui, à condition de des choses concrètes derrière la notion de compétence. Donc d'accord, attention, cette question de la compétence, elle vient d'ailleurs, de l'extérieur, elle vient même du monde économique et social. L'évolution de la société fait qu'on doit développer des gens qui s'adaptent à des environnements de plus en plus changeants. La notion de compétence a véhiculé dans d'autres secteurs que l'EPS, et à un moment donné, l'EPS, parce qu'elle était discipline d'enseignement, se trouve confrontée à cette question-là. Est-ce qu'elle est vraiment concernée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Si vous regardez les textes des IO de 85-86, vous verrez qu'il y a un très grand nombre de termes qui font référence à, à des savoirs, savoir-faire, habileté, technique. La compétence est déjà présente, mais pas de façon forte. Et à partir des textes de 96, réécriture des textes 96 collège, la compétence, boum, elle devient centrale. D'accord? Par contre, on va voir un petit peu comment... Voilà. Aujourd'hui, le concept de compétence, quand on en parle, ben ça fait tout de suite écho, on met tout de suite en résonance la notion des dimensions de la compétence, dimensions motrices, méthodologiques, sociales. On sait qu'elle est composée de ressources, de différents types de ressources, connaissances, capacités, attitudes. C'est ce qu'on doit rechercher dans les attendus de fin de formation, que ce soit les AFC en fin de collège ou bien les AFL en fin de lycée. Qu'elles doivent, et on demande aux enseignants, de les définir, d'élaborer une démarche permettant, de les développer et de les évaluer. Mais ça reste flou. Une compétence, je vous le fais très court. Il y a des auteurs comme Le Boterf de Montmolin, Le Plat, Pernoud, qui ont, donc je pense que dans le cours, vous avez dû avoir tous une définition de la compétence. C'est quoi avant tout? Avant toute chose, une compétence, elle relève du savoir mobiliser ses ressources. La compétence, c'est une aptitude à mobiliser ses ressources. Et c'est en ça que pour moi, ce concept-là, c'est vraiment un paradigme nouveau, parce qu'il bouscule des pratiques professionnelles qui étaient installées, où on était sur l'habileté. L'aptitude à mobiliser ses ressources, c'est pas le niveau des ressources. Et ça, je crois que c'est un élément clé et fondamental de la compétence qu'il ne faut pas oublier derrière tout ce qu'on peut en dire. L'inédit, la complexité, les trois dimensions, oui, bien sûr, évidemment. Mais avant toute chose, c'est d'abord ça. Une compétence, c'est d'abord l'idée que c'est une aptitude à mobiliser ses ressources. Et donc, on comprend un peu mieux la lecture de la matrice, qu'indépendamment de son niveau de ressources, effectivement, on est susceptible de pouvoir mobiliser, on a une aptitude à les mobiliser, mais par contre, voilà, le niveau de sortie ne sera peut-être pas le même pour tous les élèves. Néanmoins, ils sont peut-être capables de faire acte de compétence. À nous d'être suffisamment professionnels et techniquement forts sur le plan professionnel pour être capables de les repérer et de les mettre en avant. Donc on discutera des référents en matière d'évaluation. La compétence, c'est réussir une tâche. C'est pas avoir des manques par rapport à un objectif. C'est d'abord être capable de réussir une tâche. Donc la notion de compétence, elle vous renvoie à réfléchir sur si un élève passe par différents stades dans son apprentissage, et les élèves passent par différents stades, comment on peut, à travers une tâche, arriver à illustrer, à matérialiser ce qu'un élève est capable de faire après 10 heures effectives de pratique, après 20 heures effectives de pratique, après 30 heures effectives de pratique. Et c'est la tâche, et le système qui va avec la tâche, les critères et les buts, qui vont nous permettre à un moment donné de repérer une compétence. D'accord? Et c'est pas seulement une performance dans une... Vous voyez qu'on commence à mettre en tension un petit peu certaines notions qui sont des allants de soi en EPS. Ouais, une performance dans une activité, on verra que ça peut être discutable. Une illustration très claire, la gym, pour ça, ils sont très forts. Les apprentissages en gym, si vous, dans vos polyvalences, vous avez tous fait de la gym, je pense, il y a une capacité dans le milieu de la gym à matérialiser des étapes de construction d'un savoir-faire gymnique. Quand vous engagez des élèves sur le salto, il y a des étapes où on ne va pas leur demander de faire tout de suite un salto, il va y avoir des roulades, d'abord des roulades au sol, puis des roulades élevées, puis des roulades en contre-haut, puis des arrivées plat d'eau, etc. Donc ils ont la capacité, à travers un système de tâches, de montrer à quelle étape d'apprentissage on est l'élève, et je vous engage à vous inspirer de cette démarche-là. La compétence est contextualisée. Elle sous-entend l'idée qu'une compétence est susceptible de permettre de faire face à une famille de situations, d'où l'idée du regroupement dans des champs d'apprentissage, ce qui s'apprend, et donc ça doit vous amener, vous, à réfléchir, à développer une réflexion dans le cadre des oraux, dans le cadre des écrits, de se dire, oui, est-ce qu'il n'y a pas des savoirs qui mériteraient peut-être plus que d'autres d'être mis en avant parce que peut-être qu'on va les retrouver. Je prends la gym.
pour moi, un des axes forts d'entrée dans les apprentissages en gym, en lycée, c'est tout ce qui est renversement en appui manuel. C'est pas pour rien non plus que c'est au programme de seconde, parce que derrière les renversements en appui manuel, ça ouvre des voies, ça ouvre plein de portes sur des apprentissages, sur la terre, sur la roue, sur la rondade, sur le saut de main, sur les tours d'appui, sur les planches, sur les rotations longitudinales, d'accord, sur les sauts. Donc tout ça, derrière ça, il y a des savoirs qui peut-être méritent qu'on leur accorde une priorité par rapport à d'autres, et donc vous avez à faire un traitement, une analyse précise de vos activités pour pouvoir réfléchir sur la notion de compétence peut-être prioritaire dans certaines activités. Mais surtout, la compétence est liée à un temps de formation de durée identifié. C'est-à-dire qu'une compétence, c'est pas en référence à une norme dans l'absolu, c'est, voilà, on va attendre des élèves des compétences qui sont capables de construire en 10 heures effectives d'enseignement. Et pas en 70 ou 80 heures de pratique dans un club, c'est complètement différent. Vous voyez que pour ça, le PS a peut-être à reconstruire, du point de vue de l'évaluation, des exigences de plus en plus légitimes pour nos élèves, on y reviendra. Je suis passé là-dessus, c'est bon. Donc voilà, retenez simplement que derrière cette rupture épistémologique, l'idée c'est de mettre en tension la notion de performance, on y reviendra, comme objet pour l'amener progressivement vers la performance comme indicateur de compétence, et on reviendra sur cette notion. La deuxième rupture épistémologique qui est sous-tendue par la matrice et qui pour moi va... Ces trois ruptures où nous trouverons un sens commun dans l'évaluation, une réponse commune au niveau des procédures d'évaluation, elles portent sur la santé. La santé est souvent considérée comme... est souvent ramenée à un niveau de développement des ressources. D'accord ? C'est l'état de développement des ressources qui crée les conditions de la santé. C'est pas pour rien que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les indicateurs de santé les plus fréquents étaient souvent les niveaux d'aptitude physique, VO2 max, était un des indicateurs forts de santé, et il y a beaucoup de travaux qui ont été dans ce sens-là. Dans le préambule du texte, donc lycée, je le prends parce que c'est le plus récent, il traduit le plus l'actualité, mais si vous reprenez le texte programme collège sur le socle, vous verrez qu'au niveau de l'EPS, on retrouve exactement les mêmes logiques. Donc je vous engage à le faire, à retrouver les mêmes arguments dans le texte collège. Dès le préambule, l'éducation physique et sportive vise à permettre à tous les élèves d'enrichir leur motricité, de construire les conditions de leur santé. Ça c'est important, face cachée. Les conditions de la santé, c'est pas de construire la santé. Parce qu'avec 10 heures, on sait très bien qu'avec 10 heures de pratique du point de vue et on s'est heurté à un mur pendant des années là-dessus. Comment on défend l'idée qu'avec 10 heures, on ne va pas pouvoir faire augmenter tellement le niveau de condition physique des élèves, et pour autant défendre encore l'idée qu'on contribue à la santé des élèves. D'accord? C'est problématique ça. Et puis quand ils arrêtent, dès qu'ils arrêtent le niveau de VO2 max, ou le peu qu'on a pu obtenir comme développement des ressources, ben, si on ne les ressollicite pas derrière, patatras, ça se casse la figure. Donc on a eu beaucoup de projets dans les établissements qui essaient de garder une continuité dans la sollicitation de certaines ressources parce qu'ils les considéraient prioritaires pour la santé, notamment VO2 max, de façon à essayer d'avancer dans cette direction-là. Mais là, la santé, elle est présentée différemment. La santé est présentée, c'est les conditions de la santé qui sont mises en avant. Et dans la finalité du texte, il est rappelé que s'engager de façon... l'EPS conduit tous les élèves à s'engager de façon régulière, j'ai mis volontaire entre parenthèses, et autonome dans un mode de vie actif. On voit revenir encore cette préoccupation d'engagement des élèves sur le long terme. L'objectif général 4, il est stipulé que construire durablement sa santé relève d'un rapport positif à l'activité physique qui est médié par les processus d'évaluation. Et je reprends à nouveau cette phrase-là. Grâce aux efforts consentis, aux progrès constatés, réalisés et réalisés, l'élève éprouve le plaisir de pratiquer une activité raisonnée et régulière tout au long de la vie. Donc ils vous mettent en relation deux grandes idées. D'accord ? Le fait de constater les progrès, de pouvoir de les vivre et de les repérer, ça souvent passe à côté, c'est implicite, d'accord ? Et l'idée que derrière ça, il y aurait un engagement à long terme. Alors si vous en êtes là dans une copie, malheureusement, on va vous dire, ouais, mais ce que vous nous présentez comme argument, c'est un peu de la magie. Il n'y a qu'à, faut qu'on, et puis on obtient le résultat qu'on veut. Moi, mon ambition ce soir, c'est juste d'essayer de vous permettre d'accéder aux mécanismes qui sont derrière et de vous outiller sur le plan théorique, sur quelques cadres de référence, qui vont justement montrer qu'effectivement, oui, il se joue des choses, et que ces choses qui se jouent, elles ont de l'importance, mais par contre, ça pose des difficultés professionnelles pour y arriver, parce que ça demande des choix, ça demande à préciser des conceptions en matière d'évaluation, en matière de conception de la culture. Une interpellation à nouveau par rapport à ça. La Commission nationale d'évaluation, vous savez que c'est une commission qui se réunit tous les ans à la fin des épreuves du bac, l'année d'après, les épreuves du bac pour analyser les résultats des élèves. À un moment donné, dans son rapport en 2016,
interpelle le PS en disant attention, attention, le décrochage constaté à l'université quand les cours d'EPS ne sont plus obligatoires nous amène à nous interroger sur le rôle du lycée pour préparer les futurs étudiants à maintenir un style de vie actif. Allez, boum, on retombe encore dans cette problématique du style de vie actif. Et là, on est interpellé par la Commission nationale d'évaluation. D'accord Donc, la réflexion porte sur le maillon Bac-3, Bac+3. On a 3 années de PS obligatoires encore en lycée. Et pourtant, à Bac+3, on s'aperçoit que le taux d'activité des étudiants est très très faible. Donc là, si la Cour des comptes s'empare de ça, ça fait mal, quoi. D'ailleurs, elle s'en est pas privée. Voilà. Donc, est-ce qu'on les prépare suffisamment à poursuivre une activité régulière et donc, comment on peut essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne? Pour ça, donc, premier rapport théorique, les travaux de Claire Perrin. Sur Internet, vous trouvez tout ça. Pour des travaux de Claire Perrin, où elle nous dit que l'engagement dans les pratiques corporelles à des fins sanitaires ne se décrète pas, mais relève d'expériences subjectives. Donc là, s'il y a un concept super fort à retenir, c'est le concept d'expérience subjective, c'est-à-dire qui sont propres à l'individu. Mais le concept d'expérience, il est fondamental aujourd'hui pour comprendre un petit peu les transformations de nos disciplines et raccrocher différents cadres théoriques entre eux. On s'aperçoit, alors donc Claire Perrin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé à l'époque sur l'étude des pratiques sportives dans le monde du travail, et elle s'est aperçue qu'il y avait des gens qui pratiquaient, d'autres gens qui ne pratiquaient pas, et que les raisons qu'ils évoquaient pour pratiquer lui ont permis, vous le verrez, de définir différents profils de pratiquants. D'accord? Et donc, faisant référence à ces pratiquants, elle dit: on s'aperçoit alors que ceux qui pratiquent une activité physique n'évoquent pas pour le faire des raisons de santé, mais plutôt le plaisir qu'ils en tirent. Du coup, effectivement, si on veut développer là, si à un moment donné on veut aller sur de la santé, on se rend compte que les messages normatifs, tous les bons conseils qu'on peut donner, toutes les normes qu'on peut mettre, voire même le développement des ressources, toutes ces informations, ces propagandes, ont souvent un effet paradoxal sur les pratiques d'activité physique. Elles n'enclenchent pas tant que ça la pratique d'activité physique, au contraire. Et que le problème qui se pose, c'est que enclencher la pratique d'APS pour Claire Perrin supposerait donc de permettre aux consultants de passer d'une représentation des APS comme devoir de bonne santé, donc comme une obligation, au plaisir subjectif réalisé dans l'acte moteur. Et par rapport à ça, j'en reviens au choix que tu as fait de la deuxième journée, elle dit: on voit ici pratiquement dessiner la carte du chemin que la prévention doit faire parcourir aux individus, notamment pour faire passer ceux pour qui l'APS est un devoir de santé, au plaisir de l'acte moteur. Donc elle lance très tôt cette problématique du plaisir dans les activités en disant: attendez, si vous voulez que les gens s'investissent dans les pratiques, en dehors, dans leur temps libre, quand ils ne sont pas contraints, il va falloir basculer et réfléchir sur les vrais motifs qui font agir les gens. Et les vrais motifs qui font agir les gens, ce n'est pas des connaissances, donc ce n'est pas la prof de SVT qui est porteuse des bonnes règles de conduite en matière de santé, ce n'est pas le prof de PS qui engage les élèves et qui développe des ressources qui les fait crapahuter, peut-être que si, mais c'est avant toute chose une expérience particulière, une expérience subjective pour l'élève qui va faire qu'à un moment donné, dans ce qu'il va vivre en EPS, paf, il va y avoir ce petit plus qui fait que là, il va pouvoir se situer en tant que pratiquant dans le champ que vous lui proposez, les pratiques culturelles. D'accord? Et ça, c'est se situer, c'est-à-dire se projeter. Mais alors je peux presque me considérer comme sportif. Ça, et ça, je pense que pour des jeunes collègues, c'est important que j'enfonce lourdement le clou, et faites-moi confiance que pour être lourd, c'est l'être. J'espère ne pas vous endormir par contre, mais enfoncer le clou là-dessus parce que c'est quelque chose qui est important et que je pense que c'est peut-être pas encore quelque chose que vous avez forcément perçu du point de vue des enjeux professionnels. Et notamment à ce sujet, nous montrons que les processus évaluatifs sont des déterminants essentiels des expériences vécues par les élèves, et notamment nos élèves qui sont des adolescents. Du coup, voilà, éduquer à la santé, ça inverse la problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit se passer dans l'APS pour arriver à développer des conduites qui soient favorables à l'entretien des conditions de la santé. Troisième rupture épistémologique, la culture. La culture qui, jusqu'à maintenant, je vous disais, était considérée comme, on va dire avec une approche un peu encyclopédique, était cultivée l'élève qui avait vécu les 8 groupements d'APSA au collège, les 5 champs d'apprentissage au lycée. On voit se dessiner dans la matrice une nouvelle façon de concevoir la culture. Au regard des enjeux de société, l'EPS contribue à développer une culture de l'activité physique régulière et durable. Levier indispensable de l'amélioration de la santé publique. D'accord ?
Donc particulièrement important compte tenu du niveau de sédentarité des jeunes. Donc là, on voit que c'est plus la on va dire l'équilibre et la multiplicité des activités qui font la culture. C'est pas le fait d'étudier toutes les activités qui vont faire d'un élève quelqu'un de cultivé, ça va y contribuer, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il développe une culture de l'activité physique et sportive. Et je pense que dans vos cours, quand vous avez été en stage, pour les collègues, on a tous tout de suite on arrive très vite à trier les élèves qui sont déjà engagés dans les activités, ceux qui vont très vite sur les situations d'apprentissage, ceux qui sont restés que sur le jeu, ceux qui sont absolument pas rentrés dans les phases de préparation à l'effort, etc. On voit que cette culture, elle prend corps dans une attitude. Et ça me semble essentiel. Pour moi, c'est vraiment une attitude, la culture, c'est une attitude vis-à-vis des activités physiques et sportives qui va de l'engagement dans les activités jusqu'à la manière de s'y engager. Et on verra justement par rapport à ça que dans les profils de Claire Perrin, si l'hédoniste c'est peut-être celle qui le met très haut, moi je pense que les volontaristes, on reviendra dessus, sont beaucoup plus constructifs du point de vue de nos attentes. Dernier argument par rapport à la notion de culture, c'est celui, je vous disais tout à l'heure, du fait que le savoir s'entraîner, qui était avant donc la CC5, CP5, CA5, qui relève du champ de l'orientation des effets de l'activité pour développer ses ressources. Avant, le savoir s'entraîner était essentiellement centré là-dessus. Aujourd'hui, le savoir s'entraîner, il reste dans les champs culturels de l'activité. En revanche, il intègre également directement les objectifs généraux. C'est-à-dire que le savoir s'entraîner devient non pas un champ culturel, en référence aux pratiques d'entretien, aux pratiques de forme, comme les ASDEP, d'accord ? Il devient un objectif général à part entière, ça veut dire qu'il transcende tous les champs. Et donc, quand on aborde une activité, on ne l'aborde pas que pour développer les habiletés ou la performance ou les compétences de l'élève dans l'habilité, on l'aborde avec la préoccupation de se dire qu'on va amener les élèves à savoir s'entraîner dans cette activité. C'est un objectif général. Et ça traduit bien une transformation, de mon point de vue, au niveau de la culture et la façon de concevoir la culture en EPS. On voit que l'engagement et le savoir s'entraîner sont des éléments très forts qui réorganisent et restructurent la matrice disciplinaire. Du coup, par rapport au cadre de Claire Perrin, qui, dans l'analyse qu'elle fait des mobiles à pratiquer, elle en différencie 4. Il y a les fatalistes, ce sont des gens pour qui il n'y a aucun rapport construit avec l'activité physique et sportive. Du point de vue de la santé, du point de vue du plaisir, il n'y a rien. Les activités physiques ne sont pas de nature à pouvoir apporter du bien-être, elles ne sont pas de nature à pouvoir accompagner un développement de la santé, elles ne sont pas de nature à être source de plaisir. D'accord ? Donc, il y a un désintérêt complet de ces activités-là. Les hygiénistes sont des gens qui pratiquent, mais qui ont beaucoup de mal à rentrer en pratique. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de cadres sur ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé, pour être en forme. Ils le savent. Seulement, le problème, c'est qu'ils savent tellement de choses que quand ils ne le font pas en temps et en heure, ils culpabilisent très vite en se disant « Oh là là, mais il faudrait que je fasse ça, je ne l'ai pas fait, etc. » Et en fait, ce sont des gens qui développent de plus en plus des attitudes où il y a très peu d'engagement dans les activités physiques et sportives. Pourtant, ils savent plein de choses sur la santé, mais ils n'y vont pas. D'accord ? Les volontaristes, ce sont des gens qui ont pris conscience qu'à un moment donné, il y a du plaisir dans les activités physiques et sportives. Ils ont eu des expériences positives là-dedans. Et ils y reviennent régulièrement. Et ils organisent leur style de vie pour pouvoir y revenir régulièrement. Ça, c'est un élément clé. D'accord ? Et les hédonistes, en revanche, eux, ils y sont pour le fun, le plaisir. Mais alors, ils y rentrent n'importe comment, comme certains de nos élèves pourraient rentrer en activité, en démarrant à froid, un salto, sur sol dur, en gym, en démarrant sur des matchs monstrueux en badminton, en grimpant sans encordement, parce que c'est le fun, c'est l'éclat, c'est un milieu où ils vont pouvoir fantasmer et montrer aux autres qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils existent et qu'ils sont très forts. D'accord ? Donc justement par rapport à ça, un des profils intéressants c'est celui-là, et on verra justement que la construction de ces profils prend appui sur certaines dimensions psychologiques, et notamment à l'adolescence, et que le prof de PS il peut avoir un rôle important pour canaliser, orienter la construction de profil en direction on va dire, du profil des volontaristes. Ça, je l'ai déjà dit, j'y reviens pas. Alors, deuxième partie. Pourquoi une entrée par la question de l'évaluation? Donc là, on a abordé la problématique de la matrice, les enjeux, l'évolution, et pourquoi particulièrement la question de l'évaluation. D'abord parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une très forte sensibilité sur cette question-là.
Sensibilité qu'on voit poindre déjà, je vous engage à aller les étudier, si ce n'est déjà fait, mais dans vos textes de référence sur les épreuves que vous allez présenter, que ce soit en CAPES ou en agrég, l'évaluation elle est présente dans tous les concours. La question de l'évaluation est présente dans tous les concours, alors sous différents formats, d'accord. Par exemple sur le CAPES, les épreuves d'admission permettent d'évaluer en particulier la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves. Prendre en compte les acquis des élèves pour identifier les acquis, encore faut-il les avoir repérés, identifiés, avoir un cadre qui permette de les évaluer. D'accord. Et ce texte renvoie, vous verrez, à la loi de refondation de l'école. Écrit de CAPES, concevoir et opérationnaliser des situations d'enseignement adaptées à la diversité des besoins et des ressources des élèves. Adaptées à la diversité des besoins. Vous avez dit dès le début qu'il fallait que tous les élèves trouvent à manger en EPS. Analyser et évaluer les activités des élèves pour favoriser les apprentissages. D'accord. Donc il y a des apprentissages qui se déclinent aux différents niveaux. Je vous le passe rapidement sur la réussite, alors les problématiques de l'évaluation de la réussite dans l'oral du CAPES. Mais encore un élément essentiel là-dedans, c'est que l'oral du CAPES vous dit que l'enseignant doit avant toute chose, le jury va vérifier que l'enseignant mobilise des connaissances et des compétences qui sont issues de champs de questionnement relatifs notamment aux grandes priorités nationales dont la loi de refondation de l'école est un texte essentiel et fondateur. D'accord. Donc voilà. En agrég interne, on rattache l'acquisition de compétences communes au développement de l'identité. Développement de compétences, identité. On va voir que chez l'ado, ben ouais, effectivement, et derrière identité, ben on verra quelles sont les dimensions psychologiques qui s'y projettent. Évaluation des acquis de l'élève entre performance, compétences et suivi du progrès. Tiens, c'est ce qu'on avait mis en tension un petit peu au départ. Voilà. On vous parle des apprentissages moteurs en EPS et de leur dimension psychologique. D'accord. Donc on voit que là, il y a cette problématique, elle est redondante dans tous les programmes. La loi de refondation de l'école, texte important. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de... En quoi il est important aujourd'hui? Ben c'est le premier texte qui suit donc aux études de PISA, aux évaluations qui ont été faites sur le plan international. C'est le premier texte qui envisage le fait que le système évaluatif, le système scolaire, le système d'évaluation dans le système scolaire français puisse être éventuellement inadapté. Donc là, c'est pas vous, quand dans une copie, vous abordez, si vous vous lancez dans cette réflexion sur l'évaluation, les problématiques de l'évaluation, c'est pas vous qui attaquez les évaluations, le système d'évaluation, vous prenez appui sur un texte institutionnel qui engage les enseignants à réfléchir aux problématiques de l'évaluation. D'accord. Quels sont les apports essentiels? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette loi de refondation de l'école? Je vous l'ai synthétisé là, par rapport à mon filtre. D'accord. Améliorer, donc refonder ou pour inverser la tendance des résultats de la France dans les évaluations internationales. Améliorer les résultats et renforcer l'équité de notre système éducatif pour les élèves et pour tous les élèves du pays. D'accord. Donc renforcer l'équité. Le niveau global des compétences formées en France doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire. Justice, légitimité. C'est juste quand c'est légitime. C'est injuste quand on demande quelque chose que l'élève n'est pas en mesure de pouvoir réaliser. On verra des conditions qui lui sont imparties. Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine qui est de permettre la réussite de tous, qui est un élément clé quand même central de notre discipline. La refondation doit conduire à une réduction de l'impact des déterminismes sociaux de toutes les inégalités de discrimination. Claire Perrin, dans son étude sur les profils de pratiquants, a montré que les fatalistes étaient principalement issus des milieux socioculturels les plus, on va dire, les plus pauvres, des milieux ouvriers, d'accord, qui ont le moins accès, on va dire, à la culture. Donc il y a des inégalités fortes, alors que les gens qui sont du côté hygiéniste, volontariste, sont essentiellement des gens qui sont issus des classes sociales les plus favorisées. Donc socialement, oui, la famille a un rôle important dans l'éducation à la santé, et si on n'y fait rien, ben, il y a des chances que socialement, les dés soient un peu pipés au départ. Une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun. Donc à un moment donné, vous verrez que aborder la problématique de la bienveillance de l'évaluation ou de la légitimité de l'évaluation, ça n'évacue en rien l'exigence qu'on peut avoir derrière. Par contre, donc ce qui est rappelé, c'est que tous les élèves maîtrisent des compétences de base. On a parlé de cette idée d'une compétence qui soit plus ou moins adaptable à différents registres d'activité.
les instruments fondamentaux de la connaissance, socle commun, etc. Mais par contre, et ça, souvent, moi ça m'a interpellé fortement, dans la loi de refondation de l'école, il est stipulé qu'on doit chercher à réduire à moins de 10% l'écart de maîtrise des compétences entre les élèves. Alors comment? Par quelle mesure? C'est pas trop le problème, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est un texte fondamental, central, où on vous dit attention, dans votre classe, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 10% d'écart entre le meilleur et le moins fort. Alors, même si sur le plan de la mise en œuvre, on imagine bien la complexité, la difficulté, et que peut-être ça ne sera jamais appréhendé parce que c'est tellement complexe, néanmoins, il y a une idée forte derrière. Face cachée de la matrice disciplinaire, la loi de refondation de l'école, elle en fait partie. Hein. D'accord? Ça, c'est pas rien. Donc, on est bien sur cette idée qu'à un moment donné, où il faut qu'il se passe des choses pour tout le monde. Ça ne peut pas être une école de tri. On n'est pas un centre de tri. Refondation a pour objet de faire de l'école un lieu de réussite, d'épanouissement pour tous. Voilà. Un lieu d'éveil à l'envie, au plaisir d'apprendre. Dernier point, s'il y avait matière sur l'importance de la question de l'évaluation, ben, c'est que nous, en tant qu'enseignants de lycée, on va devoir se positionner sur les AFL, on va devoir les définir, les construire, les structurer, pour répondre à la demande institutionnelle qui est faite, vous savez, suite au dernier texte lycée. On laisse sous-entendre que les profs vont avoir la main sur le système d'évaluation. Donc il y a un gros chantier qui s'ouvre à nous. Voilà, et si vous êtes candidat à un concours, il faut que voilà, vous en soyez conscient et que vous puissiez aller de l'avant là-dessus. Alors là, on attaque la partie centrale de l'intervention. Ça va là? Ouais. Si ça va trop vite, vous me le dites. Mais je pourrais difficilement ralentir. Donc voilà, on est parti dans le même bateau. Pourquoi un plaidoyer en faveur de l'évaluation clé de voûte de la matrice disciplinaire en EPS? Donc si vous reprenez après les grands diapotitres, vous verrez que ça, j'essaie de structurer une réflexion qui soit articulée, fondée, étayée et qui soit dialectique, ce qui est demandé dans les écrits. Pourquoi cette notion de clé de voûte? Pourquoi j'insiste tellement là-dessus? Parce que pour moi, les clés de voûte, parce que les logiques évaluatives sont, à mon avis, ont une place essentielle dans le système. Elles en assurent la cohérence. Elles assurent la cohérence au regard de la triple rupture épistémologique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire elles assurent une cohérence sur la prise en compte de l'objet d'évaluation compétence. En fonction de comment on évalue des compétences ou pas. Et qu'évaluer les compétences, ça sous-entend certains choix. C'est une aptitude à mobiliser ses ressources. Ça a une importance, c'est une clé de voûte parce que ça conditionne une politique de promotion de la santé en EPS. Mon style d'évaluation, vous verrez, n'aura pas le même, en fonction de mon style d'évaluation, je n'aurai pas le même effet sur certaines constructions des élèves, sur certaines constructions psychologiques des élèves, et je pourrais passer complètement à côté de l'ambition de les faire adhérer au plaisir de la pratique physique et sportive, simplement parce que j'ai pas pris une bonne direction du point de vue des procédés d'évaluation. Ou parce que, inconsciemment, involontairement, mon évaluation crée de l'injustice, mon évaluation n'est pas assez fine, assez discriminante pour repérer les apprentissages de tous mes élèves, et je laisse certains élèves penser à certains élèves qui n'ont pas appris, qui ne sont pas réussis en EPS, alors que, vous verrez, du point de vue de l'engagement et de la mobilisation de ressources, ils ont été au rendez-vous et ils ont fait ce qu'il fallait pour être au mieux possible. Et enfin, parce que du point de vue de la culture, on essaye, par l'évaluation, on essaie de prendre en compte le projet de formation de l'élève, qui n'est pas seulement le développement de l'habileté sportive, mais qui est la prise en compte des dimensions motrices, méthodologiques et sociales des compétences attendues par le système éducatif. D'accord? C'est bien dans ce triptyque-là qu'il faut percevoir et appréhender ce qui est attendu d'un élève du point de vue de l'éducation physique et sportive. On n'attend pas de lui simplement une performance, on attend de lui qu'il soit capable d'être un citoyen cultivé, lucide, capable de vivre avec les autres et de contribuer à ce que le système fonctionne, que le système social fonctionne. Donc ça, l'évaluation est à ce titre véritablement une clé de voûte pour le système. Mais maintenant, à qui s'adresse? Et si on ne prend pas la mesure de cette dimension-là, effectivement, on passe à côté de cette réflexion, je pense, qu'on s'adresse prioritairement à des adolescents. Et on va voir que le public adolescent, c'est un public particulier, je pense que vous avez dû avoir des cours sur l'adolescence. C'est une période de construction identitaire,
où les préoccupations narcissiques de l'adolescence sont fortement réactivées en fonction de la puberté qui transforme et bouleverse son corps. Voilà. Et là, vous avez un résumé de la partie qui arrive, donc vous aurez l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'adolescence? D'un point de vue psychanalytique, pour l'adolescent, les changements dans et par le corps, leurs répercussions sur le réel peuvent avoir des conséquences inquiétantes au niveau imaginaire. D'accord? Pour Dolto, se fait jour chez l'adolescent une discordance entre ce qu'il vit et l'image inconsciente du corps qu'il a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va commencer à se passer des choses entre la façon dont il vit son activité physique et corporelle, la façon dont il la perçoit et la façon dont il la ressent. Cette dimension-là est très sensible chez l'adolescent. D'autres auteurs identifient un écart entre le corps perçu et le corps vécu, et on parle même d'un déchirement moïque, c'est-à-dire que les adolescents, alors qu'ils n'ont rien de, je veux dire, d'anormal ou quoi que ce soit, ils se trouvent toujours des petits problèmes. Ils ont un nez qui n'est pas droit, ils sont un peu gros, ils ont ci, ils ont ça, ils ont un bouton qui les gêne. Donc il y a une préoccupation très forte autour du corps, souvent qui prend des proportions complètement déséquilibrées, d'accord, et qui les perturbe profondément. L'imaginaire fait référence, donc chez Lacan, à l'image que l'adolescent a de lui et que lui renvoie l'autre, et les autres auxquels il accorde une valeur subjective. Ça, c'est fondamental. Voilà, je n'irai pas plus loin en psychanalyse, mais l'image que j'ai, c'est l'image que l'autre me renvoie, d'accord, et surtout la valeur subjective qui est associée à cette image qu'on me renvoie. Donc si vous voyez où je veux en venir par rapport à ça, c'est que, voilà, en EPS, il se passe des choses de ce point de vue-là, on va développer un peu après. Ça, c'est capital pour l'adolescent. L'adolescent, il est dans une crise de tension entre un moi idéal, c'est-à-dire ce qu'il était vu à travers le regard de ses parents, c'est le petit enfant qui sort du cocon, il était adoré, aimé de son papa et de sa maman, c'était le plus beau, toujours le plus fort, même si c'était une quiche, mais néanmoins, il était forcément le plus beau et le plus fort. Mais seulement là, il se trouve à élargir un peu son réseau social, il a des copains, il va à l'école, ça commence même très tôt, bien avant l'adolescence, et le regard des parents commence à être concurrencé par le regard des autres, par les systèmes sociaux dans lesquels il s'investit, notamment les activités sportives. Et ben là, des fois, voilà, il se passe des choses, il se passe des tensions. D'accord. Et pour autant, les enfants, enfin les adolescents principalement, développent un idéal du moi, c'est-à-dire des choses à quoi ils aimeraient ressembler, qui les motivent, qui les entraînent. Et cette image corporelle, se construit sous le jeu de pressions sociales qui définissent des canons de la beauté, les normes physiques idéales de minceur, grandeur, musculature, qui impactent l'idéal du moi. Est-ce que vous voyez à quoi je veux faire référence? D'accord. Donc là, je pense qu'on en est submergé de ces canons liés à la corporéité, à l'état corporel, ce que c'est qu'un corps qui est mis en valeur, qui est dans les clips vidéo, tout tourne autour de ces images-là, au niveau féminin, au niveau masculin. Et imaginez, renforcer dans le domaine sportif avec le champion, le virtuose, celui qui fait des exploits, des choses phénoménales. Nos enfants, les adolescents, nos élèves, évoluent dans un univers de pression médiatique, visuelle, pour lesquels le corps est extrêmement mis en avant. Et quand ils rentrent dans un système de comparaison, d'analyse, des fois ils en sortent avec, on va dire, seulement amoché. Un argument pour renforcer cette idée que oui, l'image du corps, la perception de soi, la perception de son corps et de son activité corporelle est un élément clé dans la construction de l'adolescence. C'est une étude Ipsos en 2013 sur la santé des adolescents et qui fait clairement ressortir que pour 50% des adolescents interrogés, les changements de leur corps sont les principaux marqueurs de leur adolescence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton adolescence? C'est mes changements corporels. Et notamment l'image du corps, l'image de leur corps qui est un facteur auquel ils sont extrêmement sensibles. Alors, une synthèse là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Modification du corps, ça leur saute aux yeux. Ils ont, du point de vue symbolique, les stades de Piaget, ils accèdent à la pensée réflexive, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'analyse de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent que les autres sont, de la façon dont ils pensent qu'ils vont être jugés. Le statut du corps change et prend une part importante dans leur relation à l'autre, d'accord? Et surtout, le corps, à cette période-ci de l'adolescence, devient un objet pulsionnel, c'est un objet libido dans lequel il projette beaucoup d'affect, beaucoup d'importance. Donc ça, et pour certains psychologues, la valeur de soi, la question de la valeur de soi, c'est vraiment la question de l'adolescence, où vous allez voir, ils sont en pleine crise, où ils se posent des questions. En même temps, la route n'est pas très loin, peut-être ça vous rappelle certains éléments. En tout cas, moi, ça m'a marqué, peut-être pour ça que j'en suis arrivé là. Le soi est un processus clé à l'adolescence, et là, on rentre dans un petit éclairage conceptuel. Il renvoie à des problématiques liées à l'existentialisme, c'est-à-dire l'être au monde, qui je suis,
à quoi je ressemble, etc. etc. C'est un élément qui permet à chacun de se définir, le soi. C'est un ensemble d'attitudes, de croyances, de sentiments que les individus ont d'eux-mêmes. Et ces croyances sur soi reposent sur les perceptions qu'un individu a de ses ressources personnelles, habiletés, aptitudes, compétences. D'accord ? Donc cette construction psychologique de l'adolescent, elle se fait dans un système d'évaluation, notamment, entre autres, d'évaluation de croyances sur soi et d'évaluation de ses compétences. Le soi est un produit de l'expérience, c'est-à-dire ce n'est pas un processus naturel qui a lieu comme ça, il est lié aux expériences vécues. C'est un produit de l'expérience, donc il traduit l'expérience de l'ado. Il est lié aux émotions qui ont été générées par ces expériences. Et notamment, je reviens encore là-dessus en vous donnant des arguments pour des écrits, pour certains auteurs, que vous trouverez dans un ouvrage qui s'appelle La connaissance de soi en psychologie de l'EPS, qui date de 2002 aux éditions Armand Collin. C'est Famos et Guérin, voilà, qui ont étudié, qui ont abordé, éclairé fortement cette réflexion-là. Moi, je me suis appuyé essentiellement sur leur bouquin. Voilà. Donc, pour ces auteurs-là, les perceptions d'habileté et de compétences sont des mécanismes, des processus clés dans la perception de soi. Ce n'est pas une traduction objective du résultat de ces expériences. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'adolescent. Il y a des biais, il peut y avoir des distorsions qui arrivent, comme en musique. La théorie de James, c'est un principe d'interprétation du vécu selon lequel le soi se perçoit. Et il est à la fois objet de... La personne se perçoit et en même temps qu'elle est objet de découverte. Il se découvre lui-même en se percevant. Il se perçoit à travers des filtres qui ne sont pas toujours justes et qui produisent parfois des artefacts ou qui produisent des distorsions dans ce qu'il est vraiment. Donc la dimension évaluative est très importante dans la construction du soi. Le soi est façonné par les interactions sociales de l'individu avec les autres, chez Coulet, donc c'est une approche plutôt sociologique, il parle du soi miroir et des autrui significatifs. Donc c'est dans les interactions avec les autres que le soi se construit. Et donc les interactions symboliques sont au centre de la construction du soi. Dans ces interactions symboliques, l'évaluation est, pour moi, une interaction symbolique de la personne avec elle-même, c'est-à-dire que dans un processus d'évaluation, vous allez avoir un retour, un jugement de valeur sur votre prestation qui relève d'interactions symboliques, c'est un symbole, on attend ça de vous, vous en êtes là, on vous juge comme ci ou comme ça. Donc l'évaluation est un mécanisme fondamental dans la construction du soi, et on voit que la construction du soi, c'est ce que l'on pense que les autres pensent de nous, le jugement que l'on pense que les autres portent sur nous, ce que je ressens des jugements que je pense que l'autre a de moi. C'est très complexe, mais c'est très affectif, c'est très émotionnel, et c'est très sensible chez nos adolescents. Le langage également, et ça souvent on n'y pense pas dans un cours de PS, la façon dont on parle, la façon dont on s'exprime, les remarques qu'on peut faire à un élève. Encore l'autre fois, à un élève, comme un âne, mais bon, j'ai rattrapé le coup après, mais comme un âne, je veux dire, et à un moment donné, je lui dis 2-3 fois de réaliser une tâche d'une certaine manière, il la réalise à sa manière, et j'y mettais une grosse tête de lard. Oui monsieur, je suis un peu têtu. Et merde, voilà. Donc les mots, il faut faire attention à la façon dont on parle aux élèves, à la façon dont on aborde leurs difficultés, à la façon dont on peut les stigmatiser dans la classe ou dans un discours. On se rate des fois, malheureusement. Et pour Dolto, attention, parce que toute blessure en parole laisse des traces aussi indélébiles que des cicatrices sur le corps. Donc voilà, l'adolescence, c'est vraiment un écorché vif. Surtout ce point de vue-là. Les jugements... Se connaître, c'est s'évaluer. Les jugements se forgent par rapport à des normes absolues, telles qu'un idéal ou des critères relatifs, comme ses pairs, ou les évaluations perçues par des autrui significatifs. Le prof de PS est un autrui significatif pour les élèves. Ses collègues qui vont vivre l'activité physique à ses côtés sont des autrui significatifs pour l'élève. D'accord ? Et c'est donc la construction du soi, vous voyez qu'elle a une part sociale importante, parce qu'en fonction des expériences que je vis et du contexte d'expérience qu'on me fait vivre, du cadre de référence qu'on met derrière ces expériences, ben, je vais vivre des choses ou je vais en vivre d'autres. Et c'est essentiel dans la construction du soi. Donc c'est une tâche fondamentale, basée sur des processus évaluatifs. Dans quelle mesure cette dynamique identitaire interroge-t-elle l'EPS ? Ben, l'idée c'est que l'EPS c'est avant tout une question d'expérience. Quel type d'expérience on peut projeter derrière l'EPS ? C'est la suivante. L'EPS c'est une expérience de pratique obligatoire. Pratique physique obligatoire dans laquelle le corps est mis en jeu à l'adolescence. D'accord ? Cette pratique, elle est soumise au regard d'autrui qui ne sont pas forcément non grata, ce n'est pas forcément tous mes copains dans la classe. Et pourtant, moi, il va falloir qu'à un moment donné, je me coltine un ATR roulade avant devant tout le monde. Je
suis à l'adolescence, avec une sensibilité à l'image corporelle, à mes capacités, et qu'est-ce que je pense, et qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et là, elle va se foutre de moi, et déjà elle sourit, etc. Dans des APSA qui sont imposés, pas de choix d'APSA, des APSA imposés par rapport aux problématiques de genre, à une période sensible de la puberté où donc, la place centrale de la corporéité dans la construction identitaire est importante. Et en plus, alors là j'aurais voulu quitter le mode diaporama. Bref, et en plus c'est fait dans un contexte où le cadre de pratique sportive qu'on propose aux élèves est un cadre de pratique sportive compétitive, dans lequel on est confronté à une comparaison sociale forcée. Il y a une performance qui, à un moment donné, me situe, que je le veuille ou pas, à un moment donné, ma prestation me situe inévitablement de façon hiérarchique par rapport aux autres. Et donc ça, c'est encore un élément du contexte propre à l'éducation physique et sportive qui, de mon point de vue, accroît la source de tension et le côté sensible que peut représenter l'EPS pour des adolescents du point de vue de la construction du soi, avec tous les enjeux qu'il va y avoir derrière. Du coup, en EPS, dans le rapport aux activités physiques et sportives, au regard de l'activité corporelle que j'engage, ce que je fais en EPS, c'est souvent lié à ce que je peux faire. On sait très bien qu'il y a des grandes sources d'hétérogénéité et que tous les élèves ne peuvent pas faire la même chose, ils n'ont pas tous le même vécu non plus dans la pratique, il y en a qui ont déjà développé beaucoup de choses, d'autres qui n'ont pas développé grand-chose. Donc ce que je peux faire en activité physique définit grandement ce que je vaux en tant que personne, à une période où je me pose plein de questions sur qui je suis, à quoi je sers, est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis bon, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je me rapproche de mon idéal, du moi que j'ai, etc. Ce que je vaux, et indirectement, inévitablement, impacte qui je suis. Je suis une grosse quiche. Oh, de toute façon, le sport, monsieur, c'est pas pour moi. Moi, j'interviens au lycée depuis maintenant 2001, j'étais en collège avant, et on récupère donc des élèves qui ont fait 5 ans de PS. Quand dans les premières discussions qu'on a avec les élèves, quand on aborde certaines activités, vous voyez tout de suite ceux qui les ont bien vécues. Oh monsieur, on fait badminton, vous allez voir, je suis un tueur, je vais démonter tout le monde. Puis il y a ceux qui disent, monsieur, non, la gym, pitié, non, pas ça, je suis pas bon. Ou alors le sport co, ben moi je vous tiendrai les maillots. Voilà. On voit qu'il y a déjà des expériences qui ont marqué le rapport de l'élève à l'activité, qui l'ont amené à construire une certaine identité, une certaine attitude par rapport à ces activités-là, et qui sont liées à ce qu'il a vécu en termes d'expérience. D'accord voilà, donc là vous retrouverez ce que je vous ai dit, que les expériences en EPS sont liées, donc pour moi sont importantes parce qu'elles conditionnent le rapport au corps, pour revenir à Claire Perrin, elles conditionnent le rapport au corps que l'élève va pouvoir construire. Ce rapport au corps à l'adolescence est essentiel, il y a des traces émotionnelles importantes, qui sont des marqueurs importants et qui vont conditionner l'attitude qu'il va avoir par rapport à l'activité physique, et je vous renvoie encore la petite... petit rappel sur les volontaristes, ces gens qui organisent et s'organisent parce qu'ils ont découvert qu'il y avait du plaisir dans l'activité physique et sportive. D'accord? Donc, en quoi la question du soi, dans le raisonnement, une fois qu'on a montré qu'effectivement, l'adolescence construit beaucoup sur le plan psychologique et psychanalytique, ce qui n'est pas souvent un champ d'attaque fréquent en EPS, d'accord? On voit qu'il y a des enjeux importants, on voit que l'EPS, pour ça, c'est une discipline qui est sensible, qui est problématique. Mais en quoi est-ce que cette bienveillance à l'égard du soi, finalement, elle mérite d'être prise en compte? Et pourquoi on n'irait pas dans une conception où on dirait, mais ça, tout ça c'est bien beau, mais si le minot il veut se réaliser, s'il veut réussir, il n'a qu'à s'arracher, il n'a qu'à se bouger, il n'a qu'à courir un peu plus, il n'a qu'à faire des efforts, et puis voilà. En quoi ça mérite finalement quand même de s'y intéresser? Parce que derrière ça, il y a des enjeux pour la matrice disciplinaire, et notamment, on va arriver sur une deuxième conception au niveau un petit peu psychologique, c'est être schématique ou ne pas l'être? That is the question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les expériences qui vont être vécues dans les activités et en fonction des émotions qui vont être ressenties, perçues, des affects qui vont les accompagner, ces expériences, les élèves vont développer ce qu'on appelle des schémas de soi, qui définissent la nature des relations qu'ils vont entretenir ou pas avec l'activité. Et donc, dans la psychologie cognitive, la notion de personne schématique, c'est une personne qui a développé un schéma favorable pour une pratique. On va voir l'intérêt d'avoir un schéma pour la pratique. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui vont devenir aschématiques, c'est-à-dire qui vont se construire plutôt dans une indépendance complète, qui vont accorder aucune importance à l'activité. Je vous renvoie aux fatalistes, à nouveau, chez Claire Perrin. Il y a l'attitude fataliste des gens qui sont détachés complètement du rapport aux activités parce que finalement ils sont devenus aschématiques par rapport à ça. Ça ne les importe pas, ça ne les intéresse pas, ça ne fait pas partie de leur vie et ils n'ont pas lieu d'y aller. Donc l'enjeu derrière ça, c'est qu'on peut être amené à construire des schémas de soi. Ces schémas de soi, c'est la connaissance que l'individu, c'est la connaissance de soi de l'individu est gouvernée par des schémas de soi. Ce sont des structures
qui renvoient à des attitudes, à une sensibilité, d'accord, et qui ont surtout une importance parce qu'ils vont amener la personne à se projeter dans le secteur pour lequel il a développé un schéma de soi. Et on va voir que les schémas de soi sont des structures cognitives liées aux expériences sociales qui se développent très tôt, qui influencent nos décisions, nos jugements, et qui sont focalisés principalement, ils se construisent parce qu'ils ont été accompagnés d'expériences de succès. Et du coup, les secteurs dans lesquels on a vécu des expériences de succès vont amener à un développement de schémas dans ces secteurs-là. Et les schémas vont influencer la manière dont un individu agit en société, ainsi que les situations dans lesquelles il va le plus s'impliquer. D'accord? Donc sur le plan psychologique, ces expériences et, on va dire, la sortie de ces expériences, la nature de ces expériences va ou pas développer, permettre aux élèves de développer des schémas de soi, de pratiquants sportifs. Il va pouvoir se dire, ah ben tiens là, mais en gym, je croyais que je n'allais pas y arriver, je m'aperçois que sur la première séance, ce qu'on m'a proposé, j'ai réussi. Donc là, on est en train de commencer à restructurer, à construire des éléments qui vont permettre à l'élève de se projeter comme potentiellement capable de réussir en gym, peut-être de développer petit à petit un schéma de soi pour les gens qui vont l'amener à s'impliquer, à venir toquer à la porte de l'AS en gym, des choses assez fréquentes. Ces schémas de soi, je vais vous donner un argument théorique supplémentaire. Ces schémas de soi, ils sont basés sur l'efficacité personnelle, donc sur des croyances, notamment les croyances d'efficacité personnelle qu'on a dans une activité. Et pour vous montrer en quoi c'est important en termes de clé de voûte, c'est le fait que dans la théorie, dans un modèle théorique qui étudie les conditions dans lesquelles une personne peut éventuellement transformer son comportement, c'est le modèle de Di Prochaska et Clemente, modèle donc transthéorique, l'efficacité personnelle est le principal facteur qui va différencier les personnes du point de vue de leur engagement dans la pratique. Je m'explique. Ce modèle, il propose différentes étapes. L'étape de pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintenance et sortie du système. D'accord ? Arrêt de l'activité. Ces étapes, ce sont en fait des moments qui... c'est construit à travers des questionnaires et ça traduit, les deux premières étapes traduisent des intentions à agir, d'accord, chez les personnes. La préparation traduit des comportements qui, dans l'intention d'agir, commence à organiser la personne pour agir. Il achète des baskets, il va se renseigner dans le club, il va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour être équipé, pour pratiquer. Ensuite, du point de vue de l'action et de la maintenance, on considère que la personne est en activité, du point de vue de la pratique physique, à partir du moment où il en pratique depuis au moins 6 mois. Depuis au moins 6 mois. Et la maintenance, c'est au-delà de 6 mois, c'est-à-dire la personne est engagée de façon prolongée et durable dans l'activité au-delà de 6 mois. Et ce que les auteurs ont montré dans ces différentes étapes comportementales, donc dans ces différentes attitudes vis-à-vis de la pratique, c'est que plus on avançait, donc plus on questionnait des gens qui étaient dans des pratiques engagées, plus ces gens attestaient d'une confiance en eux et d'une efficacité personnelle importante dans la pratique. Donc, les expériences de réussite, le fait de se sentir en réussite dans une pratique, et là vous avez un argument théorique qui vous permet de dire que c'est un vecteur fondamental pour espérer développer chez les gens des attitudes d'engagement à long terme dans la pratique. D'accord ? Parce que plus on questionne des gens qui sont engagés dans la pratique, plus ces gens vous disent qu'ils le sont parce qu'ils ont une confiance en eux, ils se sentent bien, ils se sentent en réussite dans la pratique. D'accord ? Dernier élément sur le plan psychologique par rapport à la construction qui est en fait pour moi vraiment le cœur de la matrice disciplinaire. Si un professeur d'EPS avait à viser aujourd'hui au regard de la matrice une construction particulière, c'est bien celle justement de concept de soi physique, d'accord, qui accompagne le schéma de soi. C'est-à-dire que plus chacun des schémas de soi que vous allez construire dans le rapport à une activité physique ou une autre, vont à un moment donné alimenter une autre structure cognitive qui est le concept de soi physique. D'accord ? Ce concept de soi physique, il est important, simplement parce que il permet d'identifier différentes étapes, notamment d'engagement dans l'activité. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux motivations et aux mobiles d'agir qui animent des personnes qui sont impliquées dans l'activité, on voit que les gens qui sont obligés d'entrer en pratique, comme nos élèves en EPS, le sont par rapport à une motivation externe, d'accord, donc par obligation, et que quand il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'engagement. Donc quand on est sur ce type de mobilisation pour rentrer en activité, on arrête les contraintes qui font que vous êtes obligé de pratiquer, c'est ce que dénonçait la Commission nationale d'évaluation. Vous ne vous engagez plus dans les pratiques. Quand on arrive à basculer sur des phénomènes de motivation de type introjection, c'est-à-dire qu'on essaye d'agir pour éviter
des punitions ou autres, même principe, dès que les conditions obligatoires cessent, l'engagement cesse. Par contre, à partir du moment où on commence à rentrer dans des phénomènes d'identification, une motivation de type identifié, c'est une motivation au sein de laquelle l'élève a identifié comme positives les conséquences de son engagement dans l'activité. Donc ça renforce encore, à nouveau je vous disais que j'allais insister là-dessus, mais ça renforce cette idée de l'importance de la réussite et de la démocratisation de la réussite en EPS. Lorsque les gens commencent à identifier des retours positifs du point de vue de leur activité, ils développent une motivation donc, de type identifié, et donc ça met en avant un facteur clé dans nos disciplines, qui est la connaissance du résultat, l'importance de la connaissance du résultat, de sa présence et de sa permanence dans le cours, et pour permettre aux élèves justement de commencer à récupérer des éléments positifs de l'engagement, des premiers pas d'apprentissage, de façon à faire basculer un système motivationnel qui au départ est obligatoire. L'EPS est obligatoire pour tous, mais l'EPS doit devenir un plaisir pour chacun. D'accord ? Et la condition de ça, c'est de faire basculer le système motivationnel, et le vecteur clé qui permet d'agir sur les motivations, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, les élèves puissent apprécier les conséquences de sa participation au cours de PS. D'accord ? Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de central, et la connaissance du résultat et donc la façon de concevoir son système d'évaluation vont y participer pleinement. D'accord ? Une petite chose supplémentaire sur le concept de soi, dans sa structure, ce qui est intéressant d'opérer aussi, et pour renforcer un petit peu le rôle du professeur de PS, c'est que bien souvent les élèves, on a vu, du point de vue de l'adolescence, sont un petit peu peuvent être en crise, en tension ou pas, mais du point de vue de l'apparence physique. Et le concept de soi physique se construit non seulement sur l'apparence, mais sur la compétence sportive, la condition physique et la force physique. Et ces différents domaines du concept de soi sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un gros enjeu pour permettre aux élèves de basculer dans des pratiques volontaires, de travailler là-dessus, parce que ça peut diminuer les sources de tension qu'ils ont à ce niveau-là, d'accord ? Et ça peut permettre à l'élève d'avancer positivement dans la construction du soi physique. Simplement, l'adolescence est une phase critique parce que l'adolescence c'est le dernier moment, en gros, où il y a une grande diversité dans les centres d'intérêt de l'élève et de l'enfant, de l'adolescent. Et à l'issue les chercheurs constatent qu'à la sortie de l'adolescence, les adultes, donc les jeunes adultes, ont plutôt fermé les portes sur certains secteurs et gardé uniquement les secteurs pour lesquels ils se sont construits positivement et pour lesquels ils ont construit un soi physique et des schémas de soi dans les secteurs en question. Donc il y a une importance clé à prendre ça en conséquence. Le concept de soi est également quelque chose d'important parce que au-delà, donc vous avez compris qu'il se construisait dans les relations avec les expériences et que la réussite est importante, mais qu'une fois que ce concept de soi était construit et structuré, eh bien, il allait alimenter les attitudes de l'élève, de la personne, vis-à-vis des situations scolaires, vis-à-vis des apprentissages, en développant des attentes de performance, l'idéal du moi. Et bien effectivement, si les premières séquences en gym me mettent en réussite et me permettent d'en sortir en disant « je me suis pas trop mal débrouillé », je vais pouvoir me fixer des buts un peu plus ambitieux, je vais avoir des orientations de buts un peu plus d'engagement dans l'activité plutôt que d'évitement, d'accord. Je vais être prêt à consentir des efforts parce que je sens que j'ai confiance en moi, je sens que je vais pouvoir y arriver et puis ça va me renforcer. Et puis donc je développe une motivation, on l'a vu, à moyen terme et à long terme sur l'activité. Pourquoi aborder cette question-là? Donc on a terminé sur la partie le construit psychologique qui est en jeu, qui est derrière le rôle de l'évaluation. Pourquoi l'aborder sous la question de la légitimité? La question de la légitimité, simplement, elle vient aux côtés de l'égalité, équité, légitimité. La légitimité sous-entend quelque chose qui est juste. D'accord? Alors, pour aller, ce qui pourrait être injuste, pour éclairer la notion de légitimité, on va aller voir ce qui pourrait être injuste, ou tout au moins comprendre pourquoi c'est compliqué d'être légitime en EPS, c'est que le système d'évaluation en EPS est ancré sur un modèle culturel qui est le sport de compétition. Les élèves en EPS, donc compétition veut dire il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des classements, qui à un moment donné occultent parfois les apprentissages. Il y a des temps réduits d'apprentissage. Il y a une idéologie éducative qui veut que tout le monde réussisse, mais il y a une hétérogénéité des élèves qui complexifie la définition des attentes de fin de collège ou des attentes de fin de lycée.
Et puis il y a un projet d'élève qui, à un moment donné, articule 3 types de compétences, et à un moment donné, être légitime en EPS et pouvoir répondre à toutes ces problématiques en même temps. Alors, simplement bien repérer également que la légitimité est posée par le fait que, selon la représentation de la culture sportive que vous avez, la culture en EPS que vous avez, si vous êtes ancré sur une logique sportive, vous allez véhiculer une norme en matière d'activité physique à laquelle les élèves vont être confrontés, à laquelle ils vont devoir s'identifier et se comparer, et qu'aujourd'hui, enfin, on va dire dans une... Ça évolue, les lignes bougent, mais en gros, globalement, la performance reste le principal critère de jugement de la valeur physique de l'élève, d'accord, qui est porté par l'école sur l'engagement de l'élève dans ses apprentissages. Et cette performance dans un processus de comparaison sociale devient un indicateur de la compétence de l'élève en EPS. Donc on a un lien très fort entre performance et compétence qui, de mon point de vue, est discutable en EPS. Pourquoi? Parce que regardez, autant dans le milieu sportif, il est cohérent de penser qu'un élève compétent est un élève performant, parce que le temps d'entraînement, la saison sportive, le temps que l'élève a à sa disposition pour se transformer, pour apprendre, est suffisamment long pour lui permettre effectivement que sa compétence se traduise en une performance. C'est-à-dire que les nouveaux systèmes de mobilisation des ressources qu'il peut être amené à faire, les apprentissages qu'il réalise, se traduisent effectivement à moyen terme et à long terme par une amélioration de ses performances. Or, en milieu scolaire, on a un cycle de PS où à un moment donné on a un temps réduit d'apprentissage et à un moment donné, l'entraînement que l'élève peut faire en EPS est tellement petit, est tellement modeste que ça coupe le lien qu'il peut y avoir entre compétences et performance. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. On n'exclut pas, la performance n'est pas à chasser, à bannir d'une pratique en éducation physique et sportive, mais la performance est à réfléchir et à aborder avec vigilance, d'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est un indicateur de compétence dans le milieu sportif, mais les indicateurs qu'on transpose, comment on transpose une pratique culturelle, le CEDREPS a réfléchi, a travaillé, a produit énormément sur attention quand on transpose une pratique sociale de référence, on en construit une forme de pratique scolaire, d'accord? Parce qu'à un moment donné, on doit s'adapter au milieu scolaire. Et nous, le groupe EPIC, on a envie de dire que, attention, quand on regarde une pratique, d'une forme de pratique ou d'une pratique scolaire, vous transposez les indicateurs, la performance comme indicateur de compétence, il faut vous faire avec vigilance parce que parfois ces indicateurs peuvent être trop globaux, trop grossiers pour permettre de repérer réellement les apprentissages de vos élèves. Donc transférer la dynamique de performance pour le sens culturel, oui. Pour les évaluations des apprentissages, peut-être pas. Le modèle compétitif en question, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, attention, gagnant-perdant laisse sous-entendre qu'il y a un apprenant et pas d'apprenant et qu'on a du mal à mettre la même note au perdant qu'au gagnant, alors que peut-être dans le match, les deux, ils ont fait un match phénoménal. Mais seulement, comme on est dans une pratique CP4, CA4, eh ben, on va avoir du mal en EPS à mettre la même note aux deux élèves, donc on va avoir une hiérarchie de notes. Et à un moment donné, ben, ça peut nous conduire au déni du processus d'entraînement. Je vais aller vite là-dessus, je vous envoie par... Je vais y aller de suite. Chez des élèves, vous verrez dans la revue, je ne sais plus laquelle, un article que j'ai rédigé, voilà. Dans cet article-là, donc revue de la EPS 267, par rapport au déni d'entraînement, au déni d'engagement, élaboration d'analyse de performance relative, conditions de l'ambition de leur réussite pour tous les élèves en EPS. C'était une réponse à un article qui avait été publié par Isabelle Imbert dans la revue Contre-pied du SNEP, où elle avançait l'idée qu'à un moment donné en EPS, aller sur une évaluation bienveillante qui prenne en compte des indicateurs de performance relative, c'était un non-sens pour l'EPS. C'était une EPS du moins, c'était une EPS qui tirait les élèves vers le bas. Et la proposition qu'elle avançait, c'est de dire que rien ne valait une bonne performance brute pour booster les élèves, les faire avancer et les évaluer du point de vue de l'EPS. Et donc, moi, j'ai essayé de faire une réponse à cet article-là en m'appuyant sur les productions des élèves et en analysant un petit peu, plus précisément, le cas de quelques élèves qui se trouvaient, par rapport aux exigences d'une performance brute comme repère de la moyenne pour les filles à 12,5 km/h, hein, sur le 3x500, il y a une norme, donc c'est une norme qui est imposée, qu'elle a, qui dit qu'une fille qui ne court pas à 12,5, elle ne peut pas avoir la moyenne en EPS au 3x500, et une qui court au plus de 12,5, elle peut l'avoir. Et là-dessus, par rapport à cette réflexion-là, Isabelle Imbert disait que les indices de performance relative empêchaient les élèves de se confronter au dépassement du soi dans les activités, de demi-fond. Sur les résultats que j'ai regardés, si on regarde ici,
les 4 élèves qui étaient considérés en échec du point de vue de l'engagement dans l'activité, on voit apparaître ici leur valeur sur un test de conditions physiques, le test de 15-15, et on voit apparaître en rouge les indices de perception de la difficulté de l'effort qu'elles ont ressenti en fin de test. D'accord? Donc pour Chloé ici, qui a 12 km/h sur la fin du test 15-15, elle a un indice de perception de la difficulté qui est éprouvant, c'est-à-dire qu'elle trouve effectivement qu'à un moment donné, les temps de pause au cours du test sont un peu courts et qu'elle aurait bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. En revanche, tous les autres, que ce soit Laetitia, Shirley ou Fanny, ont trouvé que c'était difficile, voire très difficile, c'est-à-dire que dans leur tête, ce qui se passait, c'était vivement la fin, j'en peux plus. À cette allure-là, quand je cours à cette allure-là, l'effort est vraiment difficilement supportable et il me bouscule psychologiquement. D'accord ? Quand on regarde un petit peu à quelle vitesse ils ont investi le 3x500 par rapport à cette fameuse vitesse de test dans laquelle j'avais pu un petit peu repérer des ressentis d'effort, on s'aperçoit que Chloé, ici, qui était à 12, elle a couru à plus de 12. D'accord? Donc on peut se dire, bon, bah, elle a commencé à jouer le jeu parce qu'elle n'était que dans un effort éprouvant. Elle s'est donc quand même confrontée à l'effort, mais pourtant elle n'a pas la moyenne. Laetitia, elle, qui était à 13 au niveau du test, elle s'est engagée à 11,5. D'accord. Shirley, elle, s'est investie, qui était à 13 au test, s'est investie à pas tout à fait 11. Et Fanny, qui était à 12 au niveau du test, s'est investie à un peu plus de 10,5. Mais quand on regarde ces mêmes élèves-là, donc Chloé, Laetitia, Shirley, Fanny, au cours des paliers vécus, donc au cours du test, donc de 8 à 13 km/h, comment ont évolué les sensations de pénibilité de l'effort? On s'aperçoit par exemple que pour Laetitia, qui était à 11 ici, quand Laetitia, qui est là en vert, se trouve à 11, elle est dans un effort supportable. Donc effectivement, elle, courir un 3x500 ici, on peut considérer que oui, s'engager dans un 3x500, dans un effort qui soit supportable, c'est-à-dire, supportable, ça veut dire, ça peut continuer encore un peu, ça ne me pose pas de problème. On voit qu'elle n'a pas joué le jeu et on peut penser que du point de vue du rapport à l'activité, son attitude dans le rapport à l'épreuve, il n'est pas satisfaisant et qu'elle mérite de ne pas avoir la moyenne. En revanche, si on regarde le cas de Chloé, qui elle s'est investie à 12,5, on voit que Chloé, lorsqu'elle était ici, donc barrée à 12 km/h, voire plus, était dans un effort qui était plus qu'éprouvant. D'accord? Et enfin, quand on regarde à 11 km/h, Fanny et Shirley à 11 km/h, en jaune, donc gris et jaune, on voit qu'à 11 km/h, effectivement, Fanny et Shirley sont sur des efforts qui sont supportables au niveau de l'effort. Donc on voit que par rapport à Chloé, il y a une injustice forte dans le système d'évaluation. On peut le concevoir pour les autres, mais pour elle, il y a une injustice forte du point de vue du système d'évaluation, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner, et pour autant, la performance brute de Fanny ne révèle pas vraiment son engagement. Et donc je voudrais revenir là-dessus pour, voilà, par rapport au déni du processus d'entraînement. Pour elle, pour cette petite, eh ben, je pense qu'il y a eu déni du processus d'entraînement. D'accord? Et donc ce modèle compétitif, il était questionné par rapport à cette problématique-là, par rapport à l'hétérochronie des temps d'entraînement, donc je vous disais entre l'EPS et le milieu sportif, sur l'hétérogénéité des élèves et sur le projet de formation. On est passé là-dessus. Si on se base sur une autre étude, cette étude montre qu'effectivement, ce modèle compétitif, il peut être d'autant plus discuté que une étude synthétique au niveau sociologique, c'est-à-dire c'est une étude qui regroupe un grand nombre d'articles, qui a étudié un grand nombre d'articles et qu'on a sorti la synthèse, il fait apparaître que chez les adolescents, il y a des barrières qui apparaissent comme par rapport à l'engagement dans les activités physiques et sportives, et qu'il est évoqué dans cet article qu'il y a une évidence selon laquelle différentes épreuves montrent que les principales barrières chez les jeunes personnes pour entrer dans les activités physiques lorsqu'ils sont sur leur temps libre, ce sont des expériences vécues en éducation physique et sportive. Donc des expériences négatives à l'école en éducation physique et sportive sont chez certaines personnes source à un frein dans l'engagement dans les activités physiques et sportives. D'accord? Et qu'à l'inverse, des expériences positives, ce que je vous disais par rapport à la construction du concept de soi, sont des éléments clés dans l'engagement dans ces activités. Donc là, on a une autre, et parmi les expériences négatives, voilà ce qui est évoqué, la faible diversité des activités physiques et sportives, les caractères compétitifs des activités, la perception d'expériences négatives lors de la pratique, les faibles perceptions de compétences de soi dans l'activité, donc des indicateurs de compétences trop faibles, et une absence de défis parfois dans les activités, donc manque de côté ludique dans les activités. Donc ça, ce sont des arguments forts à réutiliser pour défendre l'idée qu'à un moment donné, dans les évaluations, il faut faire attention aux filtres qu'on utilise. Du coup, comment se repositionner? Et là, je vous renvoie à un rapport de l'inspection générale 2005
sur les acquis des élèves, pierre de touche de l'école. Donc dès 2005, vous voyez que l'inspection générale réfléchissait déjà là-dessus. On ne mesure pas un acquis dans l'abstrait. Il faut bien qu'ils s'investissent dans une performance qui seule pourra être évaluée, d'une façon qui peu ou prou fera toujours appel à une compétence mêlée à d'autres acquis. Donc la difficulté qu'on a, nous, c'est bien ça, c'est que la performance et compétence, elles ne sont pas dissociables. D'accord ? Par contre, l'enjeu, c'est que la compétence ne se confond pas avec les résultats auxquels elle contribue, mais elle renvoie à la performance de tels résultats. Une performance, elle doit être interprétée. Si on veut accéder à la compétence, on peut et on doit s'appuyer sur une performance, mais cette performance ne doit pas être prise de manière brute, elle doit être interprétée. D'accord ? C'est-à-dire qu'on doit chercher à ramener cette performance au regard des possibilités et des capacités de nos élèves et de nos objectifs de formation. D'accord ? Donc c'est un élément important qui nous a amené au niveau du groupe EPIC justement à développer un système d'analyse de la performance des élèves qui essaye d'être beaucoup plus discriminant sur les capacités de travail de nos élèves, de façon à repérer des apprentissages beaucoup plus modestes que ce qu'on peut avoir, par exemple, dans des activités par rapport à des temps d'entraînement beaucoup plus longs. Je voudrais revenir également sur un dernier argument. Je pense que je serai par contre obligé d'arrêter là-dessus. Quelle heure il est ? C'est une heure, il nous reste quoi, un quart d'heure ? Ouais. Oui, c'est ça. Un quart d'heure pour qu'on laisse un peu des débats. Voilà. À la limite, je vais intervenir plutôt que d'illustrer le groupe EPIC. On pourra en parler demain un petit peu plus, je pense, au niveau de l'intervention, un peu avant la muscu ou en parallèle à la muscu. Moi, je voudrais revenir sur ce cadre-là, qui est un autre argument théorique, et je pense que pour vous, ce sera plus intéressant. C'est le cadre de Marsh et Peart en 88. Ces auteurs se sont intéressés à deux profils d'enseignement de l'EPS. Un profil qui est basé essentiellement sur un mode coopératif, d'accord, et un profil qui est basé sur un mode compétitif. Et en créant deux climats différents, vous verrez comment un climat compétitif et un climat coopératif, ils se sont intéressés, à la mesure et à l'évaluation de la condition physique des élèves à la fin du même cycle, d'accord, mais vécu dans des climats différents, et ils se sont questionnés également sur l'impact par rapport au concept de soi, donc c'est-à-dire on va dire le résumé, la synthèse affective de l'expérience vécue par les élèves dans chacun de ces contextes-là. D'accord ? Et on a vu que le concept de soi, en général, il se construit essentiellement sur la base des résultats obtenus par l'élève, et s'il est en succès, on peut penser qu'il va construire un concept de soi positif. Si par contre il est en échec, effectivement, ça risque d'altérer son concept de soi. Là, il y a une variable supplémentaire, c'est le climat dans lequel ça a été vécu. Donc l'orientation compétitive, c'est on peut réussir que quand les autres échouent. L'orientation coopérative, c'est en travaillant avec les autres, en coopération, qu'on peut atteindre nos objectifs. Je vous renvoie aux propositions qu'on a fait avec Emmanuel Testu sur une autre façon d'aborder le demi-fond, donc suite à l'article précédent, que vous trouverez dans les revues de la EPS, sur le demi-fond collectif, où on propose la notion de reconstruire la dynamique du peloton, de courir ensemble, de faire une performance à plusieurs, et de l'impact que ça a sur la dimension, donc c'est une dimension coopérative plutôt qu'une dimension compétitive en demi-fond. Et donc les élèves, notamment les filles, sont répartis dans différents groupes au niveau du fonctionnement. Donc comment on crée un climat, c'est par rapport à ce que je disais, les paroles, chez Dolto, les paroles qui sont évoquées, vaincre, être le meilleur du groupe, être sous les critères qu'on va donner, regardez comme un tel fait bien, elle est loin devant vous, allez-y, qui est le meilleur, qui est en train de gagner, on va essayer de battre un tel. Et puis sur le plan coopératif, vous avez bien abordé l'exercice, rappelez-vous que l'objectif c'est de bien courir ensemble, de progresser, donc on insiste beaucoup sur le progrès plus que sur la victoire. Qu'est-ce que les auteurs constatent à l'issue de cette étude ? Eh bien, les auteurs constatent principalement la chose suivante, c'est que dans les deux conditions, les élèves progressent du point de vue, donc deux formats, les élèves progressent du point de vue de la condition physique. D'accord ? En revanche, le concept de soi des élèves évolue très peu dans le format compétitif, alors qu'ils ont progressé. D'accord ? Et en plus, ils constatent que dans les groupes compétitifs, il y a souvent discorde dans les groupes. Ça vous évoque peut-être des images un peu plus spécifiques au sport co aussi. Alors que dans l'orientation compétitive, on a des progrès qui ne sont pas significativement différents de ceux d'à côté. Par contre, on a un concept de soi qui est beaucoup plus développé, dans le contexte coopération, plutôt que dans le contexte compétitif.
D'accord? Donc du coup, les élèves tirent beaucoup plus profit de cette expérience en demi-fond, d'accord, dans le cadre d'un climat coopératif plutôt qu'un climat compétitif. Et comment les auteurs analysent ça? Eh bien, c'est très simple. La nature compétitive du programme force les participantes à se comparer, d'accord, à un degré beaucoup plus fort que dans le groupe coopératif. Et du coup, dans de telles conditions, ben, il y avait peu de gagnantes, puisqu'il y avait essentiellement une première, et beaucoup de perdantes. Donc ce qui fait que du coup, alors que les élèves avaient pourtant fait un pas en avant, le fait que ce pas en avant il soit accompagné à un moment donné d'une comparaison aux autres forcée, c'est-à-dire que la norme véhiculée par le prof, c'était pas tant le pas en avant, c'était combien t'es classé, combien t'as fait, comment tu te situes dans la classe, d'accord? Puisque c'était ça qui était surtout mis en avant par le prof, et bien le cadre de référence que les élèves utilisaient pour s'évaluer, c'était pas j'ai progressé, c'est peut-être je suis pas premier, je suis deuxième, je suis troisième ou je suis dernier. Donc ça allait à l'encontre de la construction d'un concept de soi, alors qu'ils avaient progressé dans l'activité. Et à l'inverse, dans le groupe coopératif, où ce qui était mis en avant, c'est est-ce que tu as progressé, combien tu as fait, etc. Mais on voit que cette expérience-là, indépendamment du classement des élèves, ça accompagnait la construction d'un concept de soi positif. Et vous avez compris que c'est une mécanique essentielle en EPS, le concept de soi, si on veut à un moment donné impacter les attitudes en EPS de nos élèves dans leur rapport aux activités physiques et sportives. Donc, c'est une des raisons pour laquelle donc, le cadre de référence qui induit une norme à travers laquelle les élèves vont se comparer est un élément clé dans la dynamique d'un cours de PS. D'accord? Et que par rapport à un même niveau de réussite et de progrès, selon le cadre que vous manipulez, que vous mettez en place, selon votre logique évaluative, vous allez ou pas permettre la construction du concept de soi ou au contraire dégrader le concept de soi des élèves. D'accord? C'est pas pour rien que dans les grandes écoles, quand il y a beaucoup de pression, ben, il y a beaucoup de déprime, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'abandon, voilà, ça peut parfois aller très loin. D'accord? Parce qu'ils sont soumis à ce climat compétitif. Alors peut-être que ça en fait une excellence, évidemment, mais en tout état de cause, nous on est sur un EPS qui vise la santé et l'engagement des élèves à long terme. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Du coup, quel référent pour l'évaluation au-delà de la performance? Comment on peut, quelles sont les propositions du groupe? Je vous rappelle également, c'est quelques phrases des textes là, qui, aujourd'hui, un concept qui revient, je vous ai parlé du rapport de l'inspection générale en 2005 sur les acquis des élèves, cette notion revient centralement dans le nouveau texte programme. Placer les acquis et le progrès au cœur des dispositifs d'évaluation sous-tend pour nous le défi de gérer l'hétérogénéité de nos élèves. Ça, c'est la problématique centrale. Comment on prend en compte cette hétérogénéité, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la traite. Dans les textes, il est fait référence au fait d'avoir une attitude respectueuse des différences de potentiel de ressources. Le PS s'offre à tous, s'investit dans les apprentissages quel que soit son niveau, on développe les ressources, il en éprouve le plaisir de pratiquer. On est bien une EPS qui vise ça et qui ne vise pas le modèle compétitif. La problématique du référent, comment on peut la discuter pour faire évaluer nos pratiques évaluatives? Effectivement, il faut faire attention, la performance sportive brute peut avoir un caractère trop global. Elle peut être insuffisamment discriminante pour repérer les apprentissages des élèves. D'accord? Elle ne permet pas de repérer le profil adaptatif de l'élève. Il peut y avoir on peut être tenté d'utiliser des descriptions comportementales, mais on décale par contre la nature des apprentissages. Parler de la position du coude sur un lancer de javelot pour valoriser un apprentissage, c'est peut-être pas le plus pertinent. Il faut que nos critères d'évaluation soient lisibles pour les élèves. Souvent, le prof s'appuie sur l'œil du maquignon, mais les élèves, ils n'en perçoivent pas grand-chose. Or, vous savez que si le progrès, vous avez compris que si le progrès n'était pas observé, constaté par l'élève, mis au cœur du dispositif, c'était compliqué. Et puis, des critères qui ne soient pas assez sensibles aux possibilités de transformation sur le temps d'apprentissage. Du coup, ce qu'on propose, et ce que vous verrez de manière commune dans tous les articles du groupe EPI, c'est l'idée qu'à un moment donné, il va y avoir un compteur décimal pour repérer justement différents types d'actions. Si on arrive à avoir le temps, je vous montrerai rapidement. Je vais vous parler de ce système-là en escalade, très simple. Donc on a un système où dans tous nos cours, on met en place donc un score. Ce score est construit sur la base de critères qui vont indexer une valeur 1, une valeur 10 ou une valeur 100 à des actions, à des comportements, à des résultats obtenus par l'élève dans l'activité. En escalade, je vais la faire courte, on veut que nos élèves en seconde ils sortent d'une attitude du grimper à l'échelle. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'aborder l'escalade en montant d'abord les mains pour avoir des bonnes prises mains, en cherchant des toutes petites prises pieds, en faisant des petits pas, et en montant comme s'ils étaient face à une échelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on veut les faire progresser dans l'activité,
à un moment donné, les prises évoluent, la configuration des prises évolue, et il va falloir qu'ils acceptent d'autres systèmes d'équilibration et de progression que le système rassurant du grimper à l'échelle. Donc on a indexé un système de pas. Les pas 1 seront caractérisés comme pas 1, tous les pas qui seront faits entre la cheville et le genou. Donc c'est des pas qui sont très courts et qui permettent difficilement à l'élève d'avoir accès à d'autres prises que celles qui sont tout de suite autour de lui. D'accord? À l'inverse, les pas 10, ce sont des pas qui vont être caractérisés par le fait que la prise d'appui se fait au moins à hauteur du genou, une cuisse à l'horizontale. L'intérêt de ces pas-là, lorsqu'ils sont pris et développés, donc utilisés, va augmenter le champ de recherche de prises, c'est-à-dire que ce type de pas va permettre à l'élève d'aller chercher des prises qui, dans la configuration du grimper à l'échelle, ne lui permettent pas de les utiliser parce qu'elles sont pas, il en est trop loin. Par contre, si je fais ça, que je pousse, et je développe de 50 cm mon champ de recherche de prise. Donc ça me permet de faire face à des voies dont les prises sont plus éparses, plus éloignées les unes des autres, et pour lesquelles je vais pouvoir reconstruire un équilibre. Et enfin, dernier type de point, les passants, on a choisi, dans les passants, de mettre des pas qui modifient complètement la posture de l'élève sur la paroi et qui l'amènent à avoir une orientation avec la hanche plaquée à la paroi, et donc un système de pas qui va lui permettre d'utiliser, qui est utilisé surtout quand les prises disponibles sont alignées verticalement. Donc quand je n'ai pas un grand champ de prises latéralement et que j'ai des prises verticales, la condition pour que je puisse les utiliser, c'est pas de rester là, parce que sinon je ne vais pas y arriver, ça va être de passer ici pour recréer une projection du centre de gravité sur la verticale de mon appui, et donc ça demande de changer complètement le profil de travail par rapport à ça. Et donc à partir de là, eh ben, le système de cotation de la voie, je vous rappelle que alors je sais, il faut que je revoie si je tombe dessus, en escalade, la compétence rappelle que c'est conduire son déplacement et se dominer en s'adaptant à différents types de prises et de supports, différents types de prises, pour grimper en moulinette des voies de difficulté 4 à 6. On est large. La compétence, elle peut s'exprimer dans du 4 et dans du 6. On va passer tout de suite sur une petite vidéo et on terminera là-dessus. Si j'ai... Tac, bam, bam. C'est là. Voilà. Alors on va voir déjà un premier. C'est pas trop fort le volume. Ça, on écoutera aussi un peu ce qu'il dit. On va faire super. Allez. Alors. C'était une rotation. Comme ça, on fait de l'intervention. Voilà, donc déjà, je ne sais pas celle-là que je voulais voir. Nous, on voit rien. Donc J'avais la bonne. Un peu, voilà, c'est ça. Par contre, comment... Qui c'est qui maîtrise il y a quelqu'un qui avait la connaissance du système pour me balancer la diapo sur le côté et pour la voir, parce que là, on la voit pas sur... Ah, il y a Mika. Je sais pas, ouais, si tu peux Je n'avais pas y arriver. me sauver Il est pas sur les 7 dernières minutes qui me restent. Il est pas là, mais Par les flux RSS, il connaît rien. tu l'avais amené, toi Il est pas là, on est d'accord. Voilà. Bravo, bravo. Quel homme. Voilà. Regardez, je suis l'élève débutant dans un niveau, il est où le volume? Voilà, je vous la main. C'est pas grave. Regardez, quand ils sont dans ce système-là de rapport à l'activité, là on a une élève qui est vraiment dans un système, voilà, regardez les pas 10 qui commencent à apparaître, elle a beaucoup de pas, encore un, d'accord? Mais on voit que... Assieds-toi pas loin parce que comme il y a fort relance. Ça relance là. Merci. Voilà. Donc regardez. Vous voyez, elle est dans un profil où on voit qu'elle est en train d'évoluer entre des pas qui sont encore des petits pas, des pas 1, on a le bas de la voie, et de temps en temps on voit arriver un pas 10. D'accord? Alors qu'elle est dans une voie où a priori elle pourrait faire que des pas 1. Si je m'intéresse qu'à la cotation de la voie, fais du 4B, c'est une K2 4B ça, c'est la K2 4B la voie. Fais du 4B, elle va faire du 4B, elle va la monter. Mais elle va la monter qu'avec des pas 1. Quel intérêt? Avec le filtre du système de points, on voit que l'élève elle commence à faire des pas 10, mais par contre on peut la caractériser.
point de vue des attentes de la compétence. C'est-à-dire que oui, c'est une élève chez qui on commence à avoir une émergence de pas d'amplitude de plus en plus importante. Par contre, ces pas d'amplitude de plus en plus importante, ils sont suivis, regardez la fin de voie, et ils sont suivis systématiquement par des pas 1. Donc on a caractérisé ce profil d'élèves-là comme des élèves boiteux en escalade parce que à chaque fois qu'ils font un grand pas, ils ont fait l'effort, derrière, il faut tout de suite qu'ils se restabilisent. Donc c'est comme s'ils marchaient dans la rue en faisant ça. Un grand pas, un petit pas, un grand pas, un petit pas, un grand pas, un petit pas. Voilà, et c'est ça honnêtement, sans l'indicateur il est parlant parce que ces élèves ont le profil, c'est majoritairement des pas 10, des pas 1 de façon équilibrée. Chaque fois qu'il y a un pas 10, il y a un pas 1 derrière. Et vous voyez qu'en fin de parcours, là les collègues le lui disent, on l'entendra mieux sur notre diapo vidéo, elle commence à essayer de tourner. Et on voit que cet indicateur, il agit fortement sur l'activité adaptative de l'élève, parce que... Alors comment je fais pour revenir sur... grave d'être goya. Ah bah si, elle est tout est là. Allez, je la vois pas. Pour changer. On voit que l'indicateur, c'est vraiment un filtre intéressant, parce que d'une part, il nous permet de faire une abstraction du 4B, du 5A, et donc de relativiser le niveau dans lequel... Merci. De relativiser le niveau dans lequel l'élève est en train de grimper. On va en regarder une autre. Alors c'est laquelle? La clé. Je m'excuse. On en profite pour vous présenter Mika, notre webmaster. Merci. Le système des points fait qu'on met en avant une autre norme en escalade, qui n'est plus le niveau de cotation de la voie, mais qui est le fait de transformer sa motricité, de passer de pas 1 à des pas 10 et des pas 100. Et ça, c'est accessible à tous les élèves, quel que soit leur niveau. On va voir ici un autre... Oui, là il ne sert à rien, par contre après on l'aura. On en aura besoin sur la dernière vidéo. Voilà. Regardez là, au niveau de l'indicateur, on est à nouveau sur une voie qui n'est pas d'un niveau difficile, qui pourrait très bien être montée avec des petits pas 1. Par contre, regardez comment l'élève adopte, quelle posture elle adopte. Là, on a des enchaînements de pas 10. D'accord, on a quelques reprises, mais on a beaucoup moins de reprises de pas 1. On a vraiment des pas 10 et on va voir, regardez, hop, le passage en passant. Donc là, il n'y a même pas de... Enfin, la cotation, elle est presque secondaire. Ce qui est intéressant pour l'élève, la façon dont il vit l'escalade, c'est développer la capacité à enchaîner, à faire plus de pas 10 et de pas 100 que de pas 1, parce qu'ils traduisent une autre adaptation à l'environnement escalade que le grimper à l'échelle, d'accord? Et si possible, les enchaîner de façon, en enchaînant le plus possible au niveau de la voie. Et donc, grâce à ce système-là, comment je change de truc? Pour les soutiens de ceci, on va sur... Du coup, ça c'est vraiment des transformations qui sont intéressantes parce que tous les élèves y ont accès, quel que soit le niveau, et ils ne sont pas dans un cadre de référence où ils se comparent sur une norme compétitive, mais ils peuvent se comparer sur le nombre de pas réalisés. Écoutez ce qui est dit entre élèves. Donc vous voyez, c'est la même voie que tout à l'heure. On voit déjà que les processus d'adaptation ne sont pas les mêmes. Et là, on a un dialogue qui s'établit entre l'assureur et le grimpeur, où l'assureur est en train de conseiller le grimpeur en lui disant oh vas-y, là tu peux faire un passant, regarde, mets-toi comme ça. Le contre-assureur, enfin celle qui filme, dit ouais mais attends, là c'est difficile, c'est son pied gauche. Et on voit que l'indicateur en lui-même, il change complètement, il crée un climat coopératif, et il limite les phénomènes de comparaison sociale forcée entre élèves. Il permet à tous les élèves de réussir en EPS, alors dans des voies différentes, mais en tout cas d'attester le fait qu'ils ont transformé leur motricité. Voilà. Je trouve que c'est un exemple intéressant pour montrer comment on peut rester sur une logique sportive, oui, chercher à évoluer dans les voies, chercher à évoluer comment, pas seulement en se fixant des objectifs de performance, en essayant de repérer des objectifs de maîtrise, de transformation d'activité. L'indicateur, il est suffisamment fin pour repérer les tout petits progrès. À partir du moment où on voit un pas 10, ben c'est déjà mieux que de ne pas en avoir du tout. Et ça, c'est vraiment très discriminant comme source de progrès. Ça permet de renvoyer des éléments positifs à l'élève. Ça lui permet de constater ses apprentissages. Regardez la fin de la voie. C'est tout en passant alors qu'elle pourrait le faire autrement. Mais parce qu'elle a compris que c'était valorisé, elle va chercher par elle-même
à trouver les moyens de faire des pas valorisants. Et qu'est-ce qui se passe chez l'élève? Ben, je pense que là, indirectement, on construit un lecteur de voix. Parce que comment on fait quand on est dans une voie pour sortir un pas? Eh bien, on essaie de chercher les prises qui permettent de faire ce pas-là. Et à force de répétition et avec intervention d'enseignant pour des prises de conscience à des moments précis, on va pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que ce soit... on prenne conscience de la configuration des prises qui permettent de faire ce pas-là. Ah, t'as vu, quand c'est aligné, quand c'est comme ça, là, tu peux faire ça. Ce qui fait qu'après un élève, quand il est confronté à une voie, qu'il observe les prises et qu'il regarde les prises, il dit « Ah oui, là, je vais pouvoir faire ce pas-là ». Et l'évaluation de fin de cycle pour les secondes, c'est sur des voies qu'ils ont travaillées, faire un projet d'itinéraire en escalade, où, par rapport à 3 grandes parties dans le mur, en dessous de la ligne rouge, au centre et sur la fin, ils doivent nous dire à quel moment de la voie ils savent qu'ils vont faire un pas 10, un pas 100 dans leur voie, s'il faut des passants ou pas, d'accord? Mais ils doivent situer à quel moment de la voie ils vont le faire. Ce qui sous-entend qu'ils ont compris comment ils le faisaient, ils ont repéré les conditions pour le faire. De la même manière, du coup, à l'échauffement, quand on échauffe les élèves, il y a une phase où il y a des éducatifs qui consistent à se déplacer sur le mur et trouver les endroits du mur où ils vont pouvoir faire des passants. Et ils doivent rechercher le plus d'endroits possible pour réaliser des passants, le plus d'endroits possible pour réaliser des pas 10. La connaissance qui est derrière, ce qu'ils ont à construire, c'est oui, quelles sont les prises qui vont me permettre de réaliser ces pas-là. D'accord? Voilà. Je vais en rester là. J'ai à peu près fait j'espère avoir réussi à faire quelque chose de cohérent jusqu'au bout. Je vous remercie de votre attention parce que j'imagine que ça a été intense. Ça l'a été pour moi. Mais voilà, je pense que le message est passé. Vous avez compris, je suis pas universitaire, je suis avant tout prof de PS, donc la synthèse, c'est vraiment pas un schéma de moi. Pas un schéma de moi. Allez, je suis à votre écoute. Moi, c'est pas une question, c'est juste parce que j'ai vu qu'il y avait quelques L3 qui sont encore novices. Tu peux revenir sur ce qu'est le groupe EPIC, mais en quelques mots juste. Oui, le groupe EPIC, c'est un groupe ressources qui a été créé il y a 2014 à la EPS, qui s'est donné pour objectif donc justement de travailler sur le développement de nouveaux formats d'évaluation en EPS, basé sur l'utilisation du quantitatif. Donc c'est inspiré fortement du travail qui avait été lancé à la base par Pinot Brard, qui a été un article essentiel de Jean-Luc Guillaumet, revue EPS 250, voilà, pour essayer d'aborder justement la prise en compte de la compétence et non pas seulement de la performance. Et donc on essaie de construire des évaluations, des estimations de la performance pour inférer la compétence. On utilise ce système de score. Et on essaie de faire en sorte que soit dans l'indicateur, soit dans le contexte de l'indicateur, on ait les conditions pour réunir les 3 dimensions attendues de la compétence, du social, du méthodologique et du moteur. Et on n'est pas encore à la phase de la construction de la note, mais on y viendra. On essaie de faire en sorte que la note rende compte de ces différentes dimensions-là. Oui. Il y a un support, actuellement il y a un support papier, qui accompagne les groupes de travail. Il y a un recueil des données qui sont faites au fur et à mesure où l'élève monte. Donc en général, l'assureur annonce le type de pas qui est fait. Et il y a un élève à côté du groupe de l'assureur qui relève les pas 1, les pas 10, les pas 100. Donc chaque fois que l'élève grimpe, l'assureur annonce 1, il annonce 10, il annonce 100. Et il y a un élève qui les recueille, ces informations. Donc quand il redescend de sa voie, il connaît son score. C'est inévitable. La comparaison, on ne pourra pas l'évincer, parce que de toute façon, certains élèves la recherchent. Pour exister, ils en ont besoin. Pour certains qui sont donc très orientés compétition, eux, ils seront contents que si on n'évacue absolument pas le rapport à la cotation de la voie. Ils savent toujours quelle voie ils montent, quelle est la cotation de la voie, mais par contre, ce qui est, je veux dire, le cœur du contrat didactique avec le prof, quand j'aborde un élève et que je discute avec lui, je dis, c'est quoi ton score? Combien tu as fait? Est-ce que tu en es satisfait ou pas? Pourquoi? Quel est le rapport entre les points et les pas 1 et les autres pas?
D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est vraiment on va dire, le fil rouge des échanges avec les élèves. Et ça n'empêche pas que certains s'illustrent, mais tout le monde trouve sa place. Et ça, je crois que voilà, c'est vraiment un truc à retenir, c'est que tout le monde trouve sa place. Et ce qui est dominant dans le climat du cours, c'est l'EPA et pas la cotation de la voix. Ce qui n'empêche pas qu'après, on puisse avoir auprès des élèves un discours. Quand on arrive au moment du bac, vous le savez comme nous, qu'à un moment donné, le bac, il y a 10 points, il autorise la montée en semi-tête, mais par contre, il y a 10 points sur la performance de la voix. À un moment donné, c'est de notre ressort, et peut-être que l'intérêt de varier encore un peu les activités en seconde première, ça doit dire, attention, voilà, moi, par rapport à ce que je te demande en EPS, là, t'es bon, ça va, ça me satisfait, ce que tu fais me satisfait. Par contre, attention, on regarde du niveau que tu as, au niveau du bac, on est dans une autre logique d'évaluation. Malheureusement aujourd'hui, on a cette schizophrénie en EPS, d'accepter que les élèves puissent avoir des difficultés jusqu'en première, mais à partir du bac, c'est fini. S'ils n'ont pas réglé tous leurs problèmes, ça va pas, quoi. D'accord? Et c'est un rôle de guide aussi. Attention, là tu peux y aller, mais attention, là tu vas limiter des dégâts, fais attention. Voilà, donc ça c'est double fonction, je pense. J'aimerais bien avoir ton avis, par exemple en collège, pas forcément au lycée par rapport au bac, notamment par rapport aux travaux de Gissin, Anula sur être champion de soi-même, où lui, voilà, après c'est pas du tout pour remettre en opposition. Non, mais voilà, bien que tu pas du tout ça. Voilà, moi je lis en ce moment avec intérêt ces articles, et ça m'interroge aussi, comme tout ce que tu nous as donné ce soir, et je pense qu'il y a vraiment plein de choses pour les étudiants là, qui passent le concours, donc plein de références, de dire, voilà, est-ce que évincer complètement la performance brute, parce que lui, finalement, il ne prend plus du tout en compte voilà, des barèmes en athlétisme. Ouais. Voilà, est-ce que si c'est envisageable, est-ce que c'est au diaporama, je pense que alors, sur le fond, philosophiquement, être champion de soi-même, c'est discutable, la terminologie, le sens est discutable. Pourquoi? Parce que si vous avez compris ma sensibilité, pourquoi ça s'affiche pas? J'ai pas la bonne. Ah oui, c'est pas le bon diaporama. Je voudrais celui-là. Parce que si je veux que les élèves puissent se situer en tant que pratiquants, il faut qu'à un moment donné, ils intègrent le fait qu'on peut être sportif et on peut être en réussite sans pour autant être le champion. La référence au champion, pour moi, c'est exacerber une norme, donc même dans le terme, dans l'expression, c'est exacerber une norme, et d'ailleurs ils se mettent la demi-rouste, ils se mettent la fessée, etc. Donc à un moment donné, il y a quand même, dans son approche, même si elle est très, très bienveillante à l'égard des élèves et qu'elle favorise la réussite d'un grand nombre, il y a quand même cette dimension-là. Bon, après, on est à Marseille et voilà. Mais il n'a rien. C'est bientôt Noël, tu vas nous faire. Voilà. Donc voilà, ça me gêne un peu. Après, l'évincement complet de la performance. Moi, je suis plutôt. Sur la dernière, merci. Je vais plutôt. On se revoit le monde. Allez, je vais aller plutôt sur l'idée suivante, c'est qu'à un moment donné. Comment? Tu peux me mettre à la fin pour en mettre, pour y aller direct avec ça. Je pense qu'à un moment donné, la difficulté professionnelle qu'on a à faire, l'évaluation c'est une chose. Repérer les apprentissages, identifier des pas en avant. La notation, c'est encore une étape après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a évalué, on a défini des seuils de réussite, les seuils qu'on accepte, qu'on recherche, c'est après y mettre une note. Le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que la note en EPS, elle est conditionnée par le dispositif d'évaluation qu'on utilise. Et elle nous échappe. Un élève, quand on essaye de construire des systèmes un petit peu automatiques d'évaluation, la note nous échappe. Or, je pense qu'il y a un travail à faire sur le sens de la note en EPS. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Il y a un sens à faire sur qu'est-ce que ça veut dire une note en EPS? Qu'est-ce que ça veut dire un élève? Qu'est-ce que c'est qu'un élève qui vaut 8 en EPS? C'est pas l'activité motrice en elle-même, c'est pas la performance qui doit renvoyer le 8. C'est un ensemble de choses beaucoup plus complexes. C'est l'attitude de l'élève du point de vue moteur. Alors du point de vue, oui, moteur, méthodologique et social. C'est tout ça qui est à prendre en compte du point de vue du projet de formation de l'élève. Donc pour moi, les élèves, je leur dis très tôt aux élèves, je dis attends, mais là, tu connais comme ça, pour moi, dans mon système de notation, tu vaux 8, d'accord?
Pas plus parce que tu ne participes pas du cours, tu gênes le cours, tu ne fais pas le travail demandé, tu as une attitude qui n'est pas recevable. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'un élève qui a plus de 16 en EPS? Ben, moi, pour l'instant, je suis sur ce compromis-là. Je dis, voilà, l'excellence sportive, à un moment donné, elle est là. Certains élèves méritent que ce soit souligné, mais c'est souligné globalement pour 4 points. Donc moi, tous mes élèves en EPS qui, à un moment donné, répondent aux attentes, font le boulot, satisfont les exigences attendues du point de vue de la compétence, ils peuvent aller jusqu'à des notes de 16. Pour aller plus loin, il faut en plus que sur le plan vraiment du niveau d'engagement, du 4B ou du 6A, hein, d'accord, des élèves qui auraient à peu près le même type de score en escalade dans du 4B et du 6A, ben à un moment donné, voilà, je vais encore donner quelques points à cette performance brute parce que voilà, elle ne pénalise pas les autres. Et à un moment donné, ça crée un sentiment, voilà, ça ne crée pas un sentiment d'injustice non plus pour les plus forts, parce que souvent on pense aux plus faibles, et de l'autre côté, certains élèves quittent le cours de EPS en disant oh, la rigolade, il a rien fait, il a la même note que moi, je tourne en gym, je tourne un salto, il fait une roulade, et parce qu'il respecte les axes, l'amplitude, l'alignement et tout ça, il a la même note que moi, c'est problématique aussi. Donc par rapport à ça, moi je trouve que dans une bande de 4 points, voilà, c'est un compromis sur lequel on s'est mis d'accord dans le groupe EPIC, de ne pas couper complètement la part attribuée à la performance maximale. Mais néanmoins, on voit que tous les autres élèves peuvent s'illustrer, s'identifier, exister en EPS jusqu'à 16 sur 20. C'est mentionné très bien au bac. 16 sur 20. Voilà, donc voilà, c'est un compromis du groupe.